Bien, nous allons commencer en prenant notre temps pour l'introduction pour permettre à notre intervenant de se remettre d'un problème SNCF qui est sans doute le premier de la saison. Vu que nous sommes que modérément nombreux, ce que je vous propose, c'est peut-être plus sympathique si vous pouviez peut-être descendre, parce que ça va permettre en termes de son de baisser des rideaux, comme ça vous verrez un peu la géométrie variable de cette salle. Donc ceux qui sont au fond, si ça ne vous dérange pas, c'est de vous mettre dans la première moitié de l'amphithéâtre, comme ça on va baisser les stores qui sont à peu près à ce niveau-là. Ça permettra d'être plus en huis clos, de nous protéger de certaines lumières et de mieux profiter de la vidéo-projection. Voilà. On va vous donner un petit verre. Vous donnerez bien vos billets. Oui, je vous les enverrai. Ou je vais vous mettre en contact avec la secrétaire. Vous donnez mon mail et moi je vais tout. Vous avez mon mail, vous l'avez? Oui, je pense. Voilà, merci, ça sera plus sympathique. Merci bien. Non, c'est vrai que. Voilà. N'hésitez pas à venir même jusqu'au premier rang. Voilà, merci beaucoup. T'as beaucoup de monde en distanciel et tu sais pas encore, t'as pas ouvert. T'as du monde en distanciel? Merci bien. Ah, ils sont un petit différé. Bien, nous allons commencer. Donc merci de votre présence. Le présentiel est toujours quand même plus agréable pour chacun comme pour notamment le conférencier. Merci Didier, chers collègues, de venir pour ces mardis de la mer, venir rencontrer la pluie bretonnante que nous avons quasiment en permanence maintenant ici, pour parler d'une thématique qui est ô combien complexe. On entend souvent des éléments contradictoires entre les pêcheurs qui disent qu'ils ne pêchent pas plus qu'avant, que le tonnage en gros est le même. Bon, est-ce vrai pour toutes les espèces de poissons? Je me souviens qu'il y avait un rapport de l'Académie des sciences il y a quelques années fort intéressant sur la question. Et puis les environnementalistes qui nous montrent des courbes qui s'effondrent. Alors, en fait, ce n'est pas forcément contradictoire, mais ça suppose effectivement une maîtrise parfois de l'outil statistique et surtout des explications. Mais ce soir, vous poussez le bouchon un peu plus loin, en ayant accepté un titre qui a été concomitamment organisé entre eux et moi. On parle de pêche durable, on parle d'engins sélectifs, mais la question de fond, vous l'avez vu, la pêche durable est-elle possible? C'est dire à quel point, sur un fond déjà compliqué, il va falloir trouver une solution. Et c'est dire que nous apprécions beaucoup que vous ayez accepté ce sujet un petit peu difficile. Merci beaucoup de votre présence. Alors, comme d'habitude, le président de l'Institut français de la mer va vous présenter. Merci Christian, merci à tous d'être là. Didier Gasquel, né à Paris, dès l'enfance, vous vous passionnez pour la nature. Et c'est comme ça que quand vous êtes admis à l'agro, vous trouvez que cette école productiviste, ce n'est pas forcément ce qui vous passionne le plus, mais il y a une option mer, il y a une option halieutique, et donc c'est celle que vous choisissez. Votre diplôme en poche, vous faites un doctorat en écologie à l'Université de Rennes, une contribution à l'étude écologique des estuaires du littoral atlantique français, la faune accompagnatrice de la Civelle. Puis vous êtes assistant, puis maître assistant à l'agrocampus de Rennes. Vous êtes détaché auprès de l'IRD de Dakar, où vous faites des recherches sur la dynamique des ressources et des exploitations tonnières. Maître de conférence, puis professeur à l'agrocampus Ouest, vous enseignez et faites des recherches en évaluation des stocks halieutiques, en analyse des systèmes de pêche et des recherches sur la modélisation écosystémique. Titulaire d'une bourse internationale Marie Curie de l'Union européenne, vous êtes délégué auprès de Fisheries Center de l'Université de Vancouver, où vous poursuivez vos recherches en modélisation écosystémique. Enseignant-chercheur, vous dirigez de grands programmes de recherche et publiez de nombreux articles. Vous êtes directeur du pôle halieutique mer et littoral de l'agrocampus et directeur adjoint de l'école doctorale des sciences de la mer et du littoral. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'IFREMER, du comité de l'environnement polaire,
du conseil scientifique de la plateforme Océan et Climat. Vous êtes membre pendant 15 ans, jusqu'en 2022, du conseil scientifique, technique et économique de l'Union européenne, chargé de fournir des avis scientifiques en appui de la politique commune des pêches. Fondateur en 1993 de l'Association française des chercheurs en halieutique, qui participe activement au débat public sur la gestion des pêches en France et en Europe. Vous en êtes secrétaire pendant 10 ans, puis présidente de 2009 à 2017. Conférencier et scientifique engagé, vous êtes l'auteur de la pêche écologie, manifeste pour une pêche vraiment durable. Vous expliquez que pour le renouvellement des stocks de poissons, le problème, ce n'est pas la disparition des jeunes, mais la raréfaction des vieux. Pas sûr que ce soit transposable à la démographie humaine, mais à partir d'un certain âge, on vous écoute avec intérêt. Merci. Merci. Alors, merci pour cette invitation, merci pour cette introduction. Les enseignants, ça ne se refait pas, ça parle debout, donc je vais parler debout. Voilà, et puis merci d'être venu écouter ce sujet. C'est pas toujours évident qu'à Paris, il y ait un appétit particulier pour la pêche, mais je sais qu'on peut le trouver dans un certain nombre de cénacles, donc merci d'être venu. Alors, je vais commencer par vous dire que la pêche, c'est une activité récente, c'est celle-là qu'on va aller regarder, et si on réfléchit en tout cas à l'échelle des écosystèmes, c'est une activité qui vient de démarrer, enfin il y a à peine plus d'un siècle, quoi. Bien sûr, il y a eu de la pêche de tout temps, les Grecs, les Romains, les hommes préhistoriques pêchaient. Mais pendant très longtemps, c'est resté une activité du littoral, une activité limitée sur quelques ressources. Et on estime que jusqu'à la fin du 19e siècle, on pêchait à l'échelle mondiale moins de 5 millions de tonnes. Et puis vous avez cette courbe de la capture mondiale hein, qui nous dit comment ça augmente. Alors ça augmente, on ne le sait pas très bien, c'est des reconstitutions dans la première période, là, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée du moteur à la fin du 19e siècle fait une première révolution. Bien sûr, on pêche beaucoup plus dès qu'il y a des moteurs à bord, c'est évident. Et la production est déjà dans un premier temps doublée au moins par 3 jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Puis vous voyez que Première Guerre mondiale, une interruption, d'ailleurs très intéressante pour les scientifiques. Voilà une expérience qu'aucun scientifique ne pourrait prévoir, programmer, arrêter la pêche et voir ce qui se passe. Et je peux vous dire que ça nous a appris beaucoup de choses. Je ne recommande pas le protocole de le répéter pour faire d'autres expériences. Mais en attendant, ça a été une expérience très intéressante. Et puis, il ne se passe pas grand-chose entre les deux guerres. Et de nouveau, l'explosion, alors vraiment, qui démarre après la Seconde Guerre mondiale. Là, on a des statistiques un peu plus précises par zone. La capture augmente parce qu'en réalité, tous les grands États industrialisés de la planète à cette époque-là financent massivement le développement de grandes flottilles de pêche industrielle. En réalité, on sait déjà que la ressource se porte pas bien. Il y a eu, avant-guerre, des conférences internationales. Il y a eu en 1948 à Londres une conférence sur la surexploitation des mers. Les États savent déjà qu'il va falloir prendre des mesures. En fait, ils savent déjà qu'il va falloir mettre des quotas. Et que si on met des quotas de pêche, la grande question, ça sera comment on se les partage entre États. Et donc, comme chacun, en anticipant ces quotas, se dit « j'en veux la plus grosse part du gâteau », chacun essaye de conquérir la plus grosse part du gâteau en développant ses propres flottes de pêche industrielle. Et on s'enfonce à ce moment-là, vous allez le voir après, dans une situation qui devient une situation rapidement de surpêche. D'ailleurs, vous voyez que le segment qui est en bas, qui représente l'Atlantique, nous dit que dès les années 80, la production n'augmente plus. Et la production n'augmente plus, non pas parce que le nombre de bateaux n'augmente pas, le nombre de bateaux continue à augmenter, mais la production n'augmente plus parce qu'on s'est mis à pêcher ce que la mer veut bien produire. Voilà une vérité qu'il faut vraiment intégrer. La pêche est un secteur dans lequel ce qu'on appelle les producteurs, les pêcheurs eux-mêmes, en réalité ne produisent rien. C'est la nature qui produit. Les pêcheurs vont, en notre nom à tous, ramasser ce que la nature veut bien produire. Et la nature nous dit que dans l'Atlantique, on peut produire un peu plus de 20 millions de tonnes de poissons, mais guère plus. Et on a beau augmenter le nombre de bateaux, le résultat, c'est que la capture commence à diminuer. Et puis, vous voyez que ce phénomène qu'on observe dans l'Atlantique va se répéter à l'échelle mondiale. Alors, la partie en couleur, c'est les statistiques officielles. On peut rajouter à ça ce qu'on appelle la pêche illégale, non déclarée, non réglementée. Bon, c'est évidemment des estimations qui, du coup, sont beaucoup plus incertaines, hein, par définition, c'est un ordre de grandeur. Mais vous voyez que si on ajoute le tout, y compris cette partie grise, on voit bien que le maximum a été atteint dans les années 90, en 1996 pour être très précis. On a atteint presque 120 millions de tonnes et depuis la capture diminue. Comme je dis souvent, nous les halieutes, on en avance sur tout le monde. Tout le monde dit le pic de production sera en 2040, en 2050, en 2110. Nous, le pic de production, il est déjà derrière nous. Nous avons été plus efficaces que tous les autres pour détruire la nature.
et nous trouver confrontés aux limites de la biosphère. Et ça, j'ai envie de dire, alors je le dis évidemment avec un peu d'humour, mais ça veut dire aussi que les gens qui font de l'halieutique s'interrogent depuis 20 ans, 30 ans, sur cette question extrêmement concrète à laquelle on est vraiment pour le coup confronté, qui est la finitude, les finitudes des ressources et les finitudes de la planète. Cette notion elle est souvent un peu théorique, on se demande si c'est pas une vision de quelques écologistes un peu excités. En halieutique, on l'a rencontré, et chaque fois qu'on a voulu dépasser ces limites de ce que la nature voulait bien produire, eh bien, on a vu se dégrader l'état des écosystèmes et finalement la production diminuer. Nous perdons aujourd'hui 600 000 tonnes de capture chaque année. La capture est en régression parce que les écosystèmes sont en dégradation de plus en plus profonde. Alors, il est vrai que dans la période récente, se sont rajoutés à la pêche d'autres impacts humains. Le changement climatique, j'en dirais un mot, a aujourd'hui des impacts massifs sur les ressources. Les pollutions marines, les dégradations des habitats. Mais pendant très longtemps et encore aujourd'hui, la pêche est le premier facteur d'impact sur les ressources marines. D'ailleurs, oui, alors, peut-être avant d'enchaîner sur... ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mer, ce n'est pas un très grand nombre d'espèces comparativement à la Terre, mais par contre, c'est une très grande partie du vivant. On estime que, et notamment du vivant animal, on estime que 75% de la biomasse de tous les animaux vivants à l'échelle de la planète sont dans les milieux marins. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous vivons à Terre dans un monde qui est un monde végétal. Si vous regardez la Terre, 90% du vivant, ce sont les végétaux, et puis 10%, ce sont les animaux. Et d'ailleurs, si on se détaille un peu, le graphique nous dit que ces animaux sont notamment les humains, nos animaux d'élevage, quelques animaux sauvages. Mais voilà, donc finalement, ça ne fait pas tant que ça d'animaux dans le milieu terrestre. À l'inverse, les écosystèmes marins sont des écosystèmes dans lesquels 80% de la biomasse, ce sont des animaux. Et les végétaux sont extrêmement minoritaires. C'est notamment le phytoplancton qui tourne à toute vitesse, qui fait beaucoup de productivité, qui nourrit tout le monde, mais qui finalement ne représente pas beaucoup de biomasse. Donc la mer, c'est le réservoir de la biodiversité à l'échelle de la planète. Et c'est cette biodiversité qui est aujourd'hui affectée. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Donc c'est ça, c'est bien ce que nous dit l'IPBES. L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité. C'est cette espèce de GIEC. Le GIEC s'occupe du climat, l'IPBES s'occupe de la biodiversité. L'IPBES nous dit que si on regarde les facteurs d'impact sur la biodiversité marine, le principal facteur d'impact sur la biodiversité marine, c'est la pêche. Donc effectivement, ça justifie le titre de cette conférence ce soir. Est-ce qu'on peut avoir une vraie pêche durable? Est-ce qu'on peut réconcilier conservation de la biodiversité et exploitation durable des ressources de la mer? Je ne vous surprendrai pas, je ne vais pas vous cacher la réponse, ça sera oui. Mais la question, ça va être comment, à quelles conditions et comment on peut le faire. Alors, la biodiversité. Le problème, ça va bien être ça. Ça va être bien de conserver la biodiversité marine, qui est la source de la production, et puis finalement la source de ce qu'on peut pêcher dans la mer. Lorsqu'on parle de biodiversité, le grand public pense souvent liste d'espèces, ce qu'on appelle, nous les scientifiques, la biodiversité spécifique. Il y a plein d'espèces, et puis les problèmes de biodiversité, c'est d'éviter que des espèces s'éteignent ou régressent ou disparaissent. Alors évidemment, c'est une dimension qui est absolument fondamentale, je ne veux pas la nier. Et elle existe en mer. En mer, il y a un certain nombre d'espèces pour lesquelles on a de réelles inquiétudes sur leur statut. Elles sont classées espèces liste rouge de l'IUCN, en danger d'extinction, en danger critique d'extinction. Mais quand vous regardez, finalement, il n'y a qu'un très petit nombre d'espèces marines qui sont concernées par ces risques d'extinction. Les espèces qui sont concernées par ces risques d'extinction, c'est des espèces à fécondité faible. Et finalement, qui ont des fécondités assez équivalentes aux animaux terrestres. Quand vous regardez là aussi la différence... Bien. Quand vous regardez une grande différence entre la vie sur Terre et la vie en milieu aquatique, en général, en mer en particulier, c'est une des grandes différences. Les animaux terrestres ont tous des fécondités de quelques individus par femelle mature, quelques dizaines, quelques centaines. Si on va chercher la reine des fourmis, on va arriver à quelques milliers, mais elle triche parce qu'il n'y a qu'une reine. Enfin bref, des fécondités tout à fait faibles. En milieu marin, les animaux qui ont une fécondité faible, oui, il y en a. Ce sont les oiseaux marins,
Ce sont les mammifères marins, dont chacun sait qu'en réalité, c'est des animaux terrestres tournés dans l'eau. Et puis, oui, il y a un groupe un peu particulier, c'est le groupe des raies et des requins, ce qu'on appelle les sélaciens, où effectivement, il y a des fécondités assez faibles. Donc, ceux-là, oui, vont être effectivement des espèces qu'on appelle des espèces sensibles, qui sont menacées d'impact par la pêche, et il faudra y faire très, très attention. Mais le reste du vivant, l'immense majorité des poissons, ce qu'on appelle tous les poissons osseux, les téléostéens, tous les mollusques et les crustacés, eux, ils ont des fécondités qui se chiffrent en centaines de milliers d'œufs par ponte. Et si vous cumulez les pontes sur la durée de vie d'un animal, vous allez arriver très vite à des millions, voire des dizaines de millions d'œufs par adulte mature. Et en réalité, toutes ces espèces-là, le danger d'extinction de l'espèce n'existe quasiment pas. Il y a des tas de chercheurs qui cherchent, et c'est une très bonne chose. Ils ont trouvé 2 espèces de poissons qui localement sont éteintes, d'ailleurs pas pour des raisons de surpêche, mais quasiment on n'en trouve pas. Il suffit de laisser dans la mer un très petit nombre de poissons, et très vite, la population va pouvoir se régénérer parce qu'il y a une fécondité absolument phénoménale. Donc les questions de conservation de la biodiversité, elles ne vont pas tellement se poser en question de conservation d'espèces. Elles vont se poser de manière très forte, mais pas en termes de conservation d'espèces. Voilà, alors, si on reste sur les espèces sensibles, oui, on va vite avoir ces problèmes-là. Là, vous avez vraiment, c'est un peu les mêmes. Les 4 grands groupes qui nous préoccupent, notamment en matière d'impact de la pêche, hein. Les mammifères marins, vous savez qu'il y a toute une polémique, enfin, tout un ensemble de mesures un peu compliquées qui ont été prises ces derniers temps, puisque depuis 2 ans, la pêche dans le golfe de Gascogne a été fermée 1 mois pour préserver les populations de mammifères marins, et notamment de dauphins. Non pas que ces populations soient en très fort déclin, pas encore, mais clairement, les taux de capture étaient supérieurs à ce que les scientifiques estiment être la limite de durabilité, donc il était urgent de prendre des mesures. Il y a les mammifères marins, on en parle moins, il y a les oiseaux. Les oiseaux, on estime que les oiseaux marins, leur abondance a été divisée par 3 depuis la Seconde Guerre mondiale à l'échelle mondiale. Et la raison, ça, c'est un peu les captures accidentelles d'oiseaux, mais c'est même pas tellement ça, c'est qu'en fait, on a pêché ce que les oiseaux mangent, et qu'ils n'ont plus rien à manger, que leur population diminue. Et ça, c'est un impact tout à fait important de la pêche. Bien sûr, il y a le problème des tortues marines, et puis il y a le problème des requins qui, dans un certain nombre d'endroits du monde, continuent à être pêchés, bien que ce soit des espèces très fragiles et pour certaines classées sur la liste rouge. Voilà, donc ça, c'est des aspects qu'il va falloir prendre en compte, et j'en reparlerai un petit peu plus loin. Mais j'ai envie de dire, enfin pour moi, Alliot, c'est un peu la partie la plus spectaculaire, la biodiversité remarquable, mais celle qui cache d'une certaine manière des changements structurels beaucoup plus profonds, beaucoup plus profonds. Pour tous les autres, vous avez cette fécondité avec des millions d'œufs. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour ceux-là? Ceux-là, ils ne vont pas s'éteindre, mais ils vont voir leur abondance diminuer dans des proportions considérables. Voilà une petite illustration sur le propos. Ça, c'est une carte reconstituée d'après des modèles qui nous indiquent quelle était la biomasse, alors pas de tous les poissons, de ce qu'on appelle les poissons de fond, hein, qui sont l'essentiel des ressources exploitées par la pêche, qui font la plus grande partie de la valeur. Et voilà la carte d'abondance de ces ressources reconstituée en 1900. Vous voyez que le centre des océans est un désert absolu, c'est des milieux où il n'y a pas de production primaire, il y a très peu de vie. L'essentiel des poissons se concentre sur les plateaux continentaux, mais en 1900, il y en avait partout, sur tous les plateaux continentaux. Non, peut-être déjà un peu moins du côté de la mer du Nord, où il y avait déjà des impacts non négligeables. Mais voilà où on en était avant ce grand développement dont j'ai parlé avant. D'abord, enfin, on était au début de l'arrivée du moteur, mais surtout le développement des grandes flottilles de pêche industrielle. Regardez bien comment évolue la carte en l'an 2000. Voilà l'abondance en l'an 2000. Nous avons divisé par 10 l'abondance de ces poissons de fond à l'échelle de l'ensemble de l'Atlantique Nord. Nous avons littéralement vidé la mer, alors pas de tous ces poissons, mais d'une grande partie de ces poissons. Il n'y a pas d'espèce qui ait disparu. On n'arrive pas à identifier. Si, du côté des mammifères marins, de ce dont j'ai parlé avant. Mais les morues qu'on exploite, la morue était le grand prédateur dominant de tout l'Atlantique Nord. C'était le support de toutes les grandes pêches, alors notamment toutes les grandes pêches de Terre-Neuve qui ont fait toute l'histoire de pêche, etc. La morue est devenue une espèce rikiki, rabougrie, qui ne représente plus rien dans les captures. Et quand vous dites aux pêcheurs, est-ce que vous inquiétez des quotas de morue, ils disent non, je m'en fiche complètement, ça ne représente plus rien la morue. C'est terminé, la morue a disparu.
Elle a disparu des radars. Elle a disparu des radars en termes d'espèces pêchées. Elle ne joue plus son rôle, éventuellement, de pouvoir supporter des pêcheries, mais plus non plus son rôle de prédateur supérieur qui, quelque part, régulait les écosystèmes marins. Alors, elle a été remplacée par d'autres, on en reparlera. Mais ça veut dire que, derrière, on a en réalité modifié en profondeur toute la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'exploite pas, ou très peu, et de manière complètement, heureusement, marginale, le phytoplancton, le zooplancton, les vers marins, enfin, tout ce qui est en fait à la base des chaînes alimentaires. On ne le pêche pas. Ce qu'on pêche, c'est le haut des chaînes alimentaires. Et quand on pêche le haut des chaînes alimentaires, eh bien, ça a des effets en cascade sur tous les autres compartiments, les proies, puis les proies des proies, puis les compétiteurs des proies, etc. Tout le monde est affecté et tout le fonctionnement de l'écosystème est modifié. Toujours dans cette évolution, voilà une petite courbe qui représente alors plutôt ce qui se passe chez nous. Alors là, c'est plus les poissons de fond, c'est la totalité des ressources, et puis c'est plus depuis 1900, c'est depuis 1950, donc sur une période un peu plus courte. C'est un travail qu'on avait fait avec un doctorant il y a quelques années, qui couvre la mer Celtique. En réalité, la courbe elle est assez représentative, je pense, de ce qui s'est passé à l'échelle des eaux de l'Union européenne dans l'Atlantique. Et vous voyez qu'on retrouve cette grande diminution, et notamment dans les années qui ont suivi l'après-guerre, au moment du développement des flottilles de pêche industrielles. Donc on est passé d'un indice d'abondance à 3, on est descendu à 1, on est descendu à 0,7 dans l'an 2000. Bon, il y a quand même sur ce graphique une bonne nouvelle, c'est qu'on est un peu remonté dans la dernière période. Et si on est un peu remonté dans la dernière période, c'est parce qu'enfin, après des décennies et des décennies que je qualifierais de décennies d'incurie, on s'est décidé enfin à prendre un peu des mesures énergiques en matière de gestion des pêches. On a mis des quotas, alors pas exactement toujours parfaitement sur la base de ce que disaient les scientifiques, mais quand même en suivant de plus en plus les avis scientifiques. On a limité le nombre de bateaux, on a mis en place des licences, etc. Ça a souvent été très douloureux pour les pêcheurs. C'est aussi des pêcheurs à qui on a dit il faut arrêter de travailler, vous êtes trop nombreux, etc. Mais ça a permis une certaine remontée de la ressource. Et dans un premier temps, tout le monde a dit victoire, vous voyez, c'est absolument formidable, la ressource est remontée de 30%. Bon, quand vous regardez la période historique, vous êtes moins épaté que tout va bien. Vous vous dites on est quand même encore toujours au fond du trou. On est toujours au fond du trou. Et aujourd'hui, la pêche est en crise, et je vais en reparler, mais elle est en crise fondamentalement parce qu'on est dans des écosystèmes où les ressources sont raréfiées. Voilà, alors ce petit graphique-là, je ne vais pas trop vous le détailler, c'est un peu mon quotidien de recherche, enfin, ou celui de mes doctorants, c'est construire des modèles de fonctionnement de l'écosystème. Les petites boîtes que vous avez, c'est les différentes espèces ou ensemble d'espèces. En bas, vous avez le phytoplancton, puis ceux qui les mangent, le zooplancton. Vous avez les détritus qui jouent un rôle très très important dans le fonctionnement des écosystèmes. Le recyclage de la matière morte contribue énormément à la productivité des océans, et j'en redirai un mot plus loin parce que c'est important. Voilà, et donc ce qu'il faut bien voir, c'est que sur ce graphique-là, on a entouré, là, tous les boîtes qui sont entourées, c'est les boîtes qui font l'objet d'une pêche, et donc c'est bien cette idée que vous pêchez les niveaux supérieurs, et quelque part, vous modifiez complètement l'écosystème, tout le fonctionnement de l'écosystème. Voilà, alors d'une manière générale, le phénomène auquel on assiste, c'est ce qu'on appelle en anglais le fishing down the marine food web. Alors c'est un peu intraduisible, mais on pourrait dire quand même c'est la pêche vers les bas niveaux trophiques. En fait, on commence par pêcher les prédateurs supérieurs. Et puis une fois qu'on les a surpêchés, qu'il n'y en a plus, on pêche leurs proies. Et puis, quand il n'y en a plus, on pêche les proies des proies, et puis on descend comme ça, doucement, vers les... Ça donne l'impression qu'on va vers la profondeur, mais en fait, on va aussi vers la profondeur. En fait, c'est quand même pas l'idée du graphique. L'idée du graphique, c'est qu'on va vers les proies des proies, et à la fin, les plus petits poissons. Quand vous voyez dans un écosystème se développer tout d'un coup des formidables pêcheries de crevettes dont les pêcheurs se félicitent, vous pouvez vous inquiéter. C'est qu'on est déjà descendu assez bas, que ces crevettes se développent, parce que leurs prédateurs ont été eux-mêmes surexploités et que donc, à ce moment-là, ça se développe. Et derrière les crevettes, une fois que vous aurez surexploité les crevettes, eh ben, il n'y a plus grand-chose, voire plus rien du tout. Et on a vu un certain nombre d'endroits, notamment en Namibie, etc., il y a des phénomènes de collapse complètement des pêcheries parce que tout s'écroulait. Donc, voilà. Alors, il y a un autre phénomène aussi qui est représenté sur ce graphique, j'y reviendrai un peu plus loin. Vous voyez, si vous regardez le fond de la mer, on part à gauche avec l'idée qu'il y a un fond avec tout un ensemble
d'espèces vivantes. En fait, le fond de la mer, pas partout, il y a des zones de sable remaniées qui sont assez peu productives, etc. Mais toute une partie du fond des océans est colonisée par une espèce de faune marine. Là aussi, c'est pas tellement des végétaux, une espèce de forêt animale qui est faite de vers, de crustacés, de mollusques, d'éponges de merde, etc. Et tout ce qu'on appelle les invertébrés benthiques. Ces invertébrés benthiques ont comme rôle fondamental, justement, précisément, de recycler la matière morte, cette boîte détritique dont je parlais, et sont l'une des sources alimentaires. On y reviendra plus loin parce que c'est important pour penser la pêche durable. En fait, si vous réfléchissez, pour simplifier un peu, le moteur de l'océan, du vivant dans l'océan, le fonctionnement, il y a deux moteurs. Il y a un moteur qui est la production du phytoplancton en surface avec la photosynthèse, qui crée du phytoplancton qui sera mangé par le zooplancton, et puis voilà, qui est une des grandes sources d'alimentation pour toutes les chaînes alimentaires. Et l'autre moteur, c'est ce recyclage de la matière morte sur le fond par toute cette faune des invertébrés benthiques. Or, ce que nous dit le graphique, et j'y reviendrai plus loin, c'est que la pêche a, notamment avec le chalut de fond, détruit une grande partie de cette production benthique. Voilà, alors évidemment, au bout du compte, les victimes de ça, ce sont les pêcheurs eux-mêmes. Vous avez une petite courbe là qui vous montre la diminution du nombre de marins. Je n'avais pas la courbe sur une période plus longue de manière un peu homogène. C'est les chiffres nationaux depuis 1997. Et vous voyez que ça diminue pas mal. Si vous regardez le petit encadré en bas, c'est même beaucoup plus fort que ça. Il y avait 60 000 marins pêcheurs en 1950, plus que 22 000 en 1997 et plus que 12 000 en 2022. On a diminué le nombre de marins pêcheurs par 5. Alors, en matière agricole, on a fait à peu près la même chose. La différence, c'est qu'en matière agricole, la production globale, alors c'est compliqué de comparer, ce n'est pas les mêmes espèces, production, etc., mais on peut estimer que la production agricole a été multipliée par 3 sur la même période. La révolution verte, elle a fait moins de paysans, mais elle a fait une production agricole plus forte. La pêche, malheureusement, elle a fait 5 fois moins de pêcheurs, 5 fois moins de vie sur les territoires, mais une production halieutique qui est à un moment donné montée, etc., mais qui est redescendue aujourd'hui au niveau de ce qu'il était après-guerre. On n'a absolument rien gagné, bien au contraire. Et donc, effectivement, la crise écologique, je dirais, ce n'est pas pour les générations futures en matière de pêche, c'est vraiment pour les générations d'aujourd'hui, et puis déjà depuis un moment, ils sont dedans jusqu'au cou depuis déjà plusieurs décennies. Ce sont des ports qui se vident et des territoires souvent laissés à l'abandon. Alors, à ça s'ajoute, je vais aller un peu vite dessus, évidemment, il n'y a pas que l'impact de la pêche sur les ressources. Les pêcheurs sont aussi confrontés à d'autres enjeux. Il y a cette histoire du Brexit. Alors, on a beaucoup parlé du fait que les bateaux de pêche français et puis les autres pays n'avaient plus le droit d'aller dans les eaux anglaises. Ça, c'est pas le pire, finalement, ils ont eu à peu près le droit, à quelques exceptions. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que par contre, les Anglais ont dit, le poisson qui est dans nos eaux, il est à nous. Et vous empêchez chez nous beaucoup plus que nous n'empêchons chez vous. Donc, on va se réapproprier les quotas de pêche. Et on est aujourd'hui dans un processus dans lequel on doit rendre progressivement aux Anglais des quotas de pêche, et donc les quotas de pêche français diminuent au fur et à mesure que les Anglais récupèrent ce qui, d'une certaine manière, dans le droit international, leur est dû à partir du moment où ils ne font plus partie de l'Union européenne. Donc ça, c'est un processus redoutable. On leur a déjà rendu 25% du différentiel de quotas qu'on leur devait. Des négociations doivent s'ouvrir en 2026, mais il est probable qu'à terme, ils récupéreront 100%. Il y a un impact très fort du gasoil. La pêche est très, très grosse consommatrice. Et elle s'est en plus lancée dans un modèle en privilégiant des engins de plus en plus consommateurs de gasoil, de plus en plus impactants. En gros, l'histoire de la pêche depuis l'après-guerre, c'est moins il y a de poissons, plus on met des gros bateaux. Plus on met des gros bateaux, moins il y a de poissons. Et puis on est dans une spirale qui descend comme ça vers le bas. Jusqu'au moment où on arrive, et je pense qu'on est précisément à cet endroit-là, là où il y a le siphon. Le siphon, c'est le moment où le prix du gasoil fait que le modèle n'est tout simplement plus soutenable. On a beaucoup, finalement, d'une certaine manière, financé la pêche au chalut de fond. Or, un chalut de fond, j'en reparlerai un peu plus loin, ça consomme 2 litres de gasoil pour pêcher 1 kilo de poisson. Donc, quand il vous faut 2 litres de gasoil pour pêcher 1 kilo de poisson,
eh ben, si le gasoil augmente très vite, le modèle est plus rentable. Donc ça, c'est un problème. Alors c'est d'autant plus un problème qu'évidemment, la pêche, si elle ne fait pas exception, elle doit se décarboner. Or, elle n'a pas de solution technique pour le faire, en tout cas pas pour le chalut. On ne voit pas comment on va tirer un chalut, on ne va pas le tirer avec la voile ni avec l'électricité. Alors on parle de moteur à hydrogène, mais personne n'y croit, ça n'existera pas sur les petits bateaux. Enfin voilà. Donc il y a des vraies difficultés. Et puis alors un mot quand même sur les impacts du changement climatique et peut-être plus généralement l'érosion de la biodiversité. Oui, il y a déjà des impacts très forts du changement climatique. Une des espèces emblématiques de ça, c'est la morue de mer du Nord. Alors on l'a aussi surpêchée. Mais depuis quelques années, voire quelques décennies, on a pris des mesures très fortes pour essayer de la préserver. Et contre tout espoir, en fait, la population a continué à diminuer. Ou plus exactement, ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le recrutement. Le recrutement, c'est le nombre de jeunes poissons issus de la reproduction. Hein, c'est quelque part le succès de la reproduction. Et en fait, on a vu ce succès de la reproduction s'effondrer, le nombre de jeunes poissons arrivant sur les fonds de pêche tous les ans diminuer, et bien parce que la mer du Nord est devenue trop chaude pour la morue. C'est aussi simple que ça, avec des taux de survie des larves qui sont devenus très faibles. À l'inverse, la morue de la mer de Barents, qui trouvait probablement l'eau un petit peu froide, s'est trouvée tout d'un coup plus confortable et a vu ses populations plutôt augmenter. Mais chez nous, la morue s'est effondrée. C'est pas la seule. La morue de mer Celtique a fait la même chose. L'aiglefin de mer du Nord, pareil. La baudroie. Je pourrais en citer d'autres, la sole du golfe de Gascogne. La sole du golfe de Gascogne, je discutais avec des pêcheurs au salon de l'agriculture, ils me disent mais en ce moment c'est tous les poissons plats, enfin notamment toutes les sols. Et pourtant la sole du golfe de Gascogne, il y a des sols plus au sud, donc on se dit là c'est pas qu'elle a trop chaud, il y a la même espèce un peu plus au sud et elle le supporte très bien. Le mécanisme fondamental qu'il y a probablement derrière ça, c'est la diminution des apports fluviaux. Oui, ces dernières années, les apports fluviaux ont beaucoup diminué. Alors peut-être que cette année, vous allez me dire, là, bon, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la sole. On va voir, on va attendre un an ou deux pour voir. Mais ces dernières années, quand même, les apports fluviaux avaient beaucoup diminué. Des apports qui diminuent, c'est des nutriments en moins qui arrivent à la côte. Moins de nutriments, moins de phytoplancton, moins de zooplancton. Or, la sole, tous les jeunes de sole viennent en zone côtière, dans ce qu'on appelle les nourriceries, sur les premières années de vie, et se nourrissent dans ces zones très côtières. Donc, elles sont directement impactées par ces changements climatiques. Alors, bien sûr, à l'inverse, vous allez dire, bah oui, mais il doit y avoir d'autres espèces qui arrivent. Oui, il y a d'autres espèces qui arrivent. Le poisson sanglier, tout couvert de piquants et dont personne ne sait bien qu'est-ce qu'on pourrait faire, y compris ses prédateurs, regardent le truc et se disent, ça se bouffe pas, ce machin-là. Donc, du coup, il se développe à toute vitesse. Hein. Le balis, oui, les anchois un peu, le rouget barbet. Bon, quelques-unes comme ça. En fait, on s'aperçoit que ce qui arrive ne compense rigoureusement pas ce qui disparaît. Et que quand on fait la balance, eh bien, clairement, on est perdant. D'ailleurs, on fait des modèles. Alors moi, j'ai participé, j'étais très fier à cette publication qui a été reprise par le GIEC, donnant l'évolution des biomasses animales dans l'océan, comment on projette qu'elles vont évoluer à l'horizon 2050. Dans deux scénarios, en bleu, c'est le scénario optimiste, et puis en rouge, le scénario climatique pessimiste. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que la quantité d'animaux dans la mer a déjà diminué pour des raisons d'impact du changement climatique. Les eaux plus chaudes se traduisent déjà par le fait qu'il y a 5% en moins de biomasse animale, toutes espèces confondues, dans le milieu marin. Parce que quand c'est plus chaud, les échanges, notamment les échanges de matière au niveau de l'alimentation, eh ben, sont moins efficaces. Il y a plus de pertes par respiration, plus de pertes par transfert, etc. Donc ça baisse. Si on arrive à stabiliser nos émissions de CO2, ça diminuera encore de 5%, mais ça se stabilisera. Et puis si au contraire, eh ben, on ne fait pas ce qu'il faut, eh ben, on verra la biomasse marine diminuer encore de 20%. 20%, alors vous allez me dire, bon, bah, la pêche fait bien pire. Oui, mais ça se rajoute. Et puis, ce n'est pas 20% partout. Quand vous commencez à regarder la carte, vous apercevez qu'il y a des zones où ça va diminuer jusqu'à 40%, voire 50%. Notamment au large d'un certain nombre de pays africains et asiatiques, dans lesquels le poisson est une des sources majoritaires de l'alimentation. Donc, ce n'est vraiment pas les pays qui en ont besoin. Donc, oui, il y a aussi des impacts très importants du changement climatique et ils sont probablement devant nous et ils sont un peu inquiétants. D'ailleurs, on a aussi essayé de les traduire dans des simulations d'impact sur les captures directement. Hein. Alors ça, c'est un travail avec un autre doctorant. Voilà comment évoluerait la capture. Donc vous avez plus c'est rouge, plus on perd en pourcentage
de capture à l'horizon 2100. Bon, ici, dans un scénario de fort changement climatique. Mais la fourchette de chiffres, vous l'avez selon les différents impacts du changement climatique. Ce que dit cette publication-là, et toutes les publications sont en gros convergentes, c'est qu'on devrait perdre, d'ici la fin du siècle, entre 340 et 450 000 tonnes de capture à l'échelle européenne, c'est-à-dire entre 5 et 10% des captures à l'échelle européenne, toutes choses égales par ailleurs, si on n'améliore pas la gestion des pêches. Par ailleurs, peut-être que si on améliore la gestion des pêches, on pourrait faire mieux. Mais clairement, on a cet effet de cumul de la pêche avec d'autres impacts. Et puis alors peut-être le plus inquiétant, pour ne pas faire toute une conférence sur le changement climatique, c'est de dire qu'on assiste vraiment, on a vraiment l'impression actuellement qu'on assiste à ces cumuls d'impacts. La pêche, qui a été le principal, qui reste le principal, le changement climatique qui arrive en force, les invasions biologiques, les dégradations d'habitat, bref, ce qu'on appelle le changement global. Le changement global, c'est finalement l'érosion de la biodiversité. C'est ça, cette érosion de la biodiversité. Ce n'est pas des espèces qui disparaissent, c'est des écosystèmes qui dysfonctionnent. Parce que les structures de l'écosystème ne sont plus les mêmes, parce que les chaînes alimentaires sont modifiées, etc. Et ça se traduit par ce qu'on appelle la multiplication, enfin ce que moi j'appelle, mais je ne suis pas tout à fait le seul à utiliser le terme, la multiplication des chaos de la nature. J'ai pendant des années enseigné dans des amphis la théorie de la biodiversité. La biodiversité, messieurs, mesdames les étudiants, c'est très très important, c'est un facteur de stabilité des écosystèmes, et s'il n'y avait pas la biodiversité, les écosystèmes deviendraient chaotiques. Et puis tout d'un coup, je me retourne vers la mer et je vois les populations de poulpes qui explosent littéralement en 1 an, 2 ans en Bretagne Sud, celles d'araignées en Bretagne Nord, le bulot que tout le monde pensait, un coquillage bien géré qui s'effondre, le crabe dormeur qui s'effondre, les champs de kelp qui s'effondrent, je pourrais rajouter le lieu jaune, etc. Bref, ces situations de population qui, d'une manière inattendue et imprévisible, soit se développent, soit s'effondrent. Nous sommes dans cette situation d'une multiplication des chaos de la nature. Alors chaque fois, il y a un processus différent, il y a des programmes de recherche. On va trouver, ici, c'est plutôt un effet de la température, ici, c'est plutôt un effet d'un parasite, ici, c'est un effet de l'apport d'eau douce. Mais la figure d'ensemble, elle est bien que, de la même manière, je dirais, le changement climatique fait de plus en plus d'ouragans, l'érosion de la biodiversité fait de plus en plus de chaos de la nature. Et ça, c'est évidemment très problématique pour les pêcheurs. Non, quand le poulpe se développe, oh ben les gars, en 2 mois, ils avaient compris. Hein, ils ont tous armé des bateaux, et puis il y en a quelques-uns, ils le disent franchement, on a fait fortune pendant 2-3 ans. Sauf que cette année, ça y est, c'est fini. Tout est en train de s'effondrer. Toutes les filières qui avaient été mises en place, y compris les gens qui avaient investi, etc., eh ben, du poulpe, il n'y en a plus. Alors peut-être que l'année prochaine, ça va revenir, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, quand vous menez une activité économique, et notamment quand il faut investir dans des bateaux, ça coûte cher un bateau, hein, et que vous êtes dans une situation d'imprédictibilité totale de quelle sera votre production l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien évidemment, c'est absolument pas viable d'un point de vue économique. Donc la réponse à ça, c'est vraiment, il faut probablement rehausser toutes les normes environnementales pour reconstruire de la résilience des écosystèmes. Tant qu'on est au fond du trou, et qu'on n'a pas vraiment remonté par rapport à des situations passées, on ne sera pas en mesure d'affronter ces enjeux émergents du changement climatique et d'érosion de la biodiversité. Voilà, alors peut-être un dernier élément pour dire que je pense qu'il y a aussi aujourd'hui, moi je ressens très fort un problème aussi de décrochage entre la société en général, et les attentes de la société en général et le monde de la pêche. Je suis souvent dans des amphis, peut-être pas ce soir, je ne sais pas, mais je suis souvent dans des amphis où, une fois ma conférence terminée, les gens me disent « Mais monsieur, on ne comprend pas pourquoi vous auriez pu aller plus vite, la pêche, il faut la supprimer, point barre, n'en parlons plus, et tout ira bien ». Et c'est évidemment pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'est que la pêche, c'est une richesse, ne serait-ce que culturelle, qu'on en a besoin pour notre alimentation, que ça peut être un secteur extrêmement durable à condition de faire ce qu'il faut pour avoir des produits alimentaires. Au contraire, si on fait ce qu'il faut, ça peut être des produits champions du point de vue de l'environnement. Mais n'empêche que ça fait tellement de dégâts que la pêche a aujourd'hui une image de plus en plus négative dans l'opinion publique. Et ça, si l'opinion publique décroche de la pêche, eh ben effectivement, je pense que c'est un danger mortel pour la pêche. J'avais l'occasion de discuter avec le directeur des pêches de la FAO il y a quelques années qui m'avait dit « Ah ben aux États-Unis, c'est pas compliqué.
Pour faire plaisir aux écologistes, ils ont décidé de fermer la pêche, et comme ça, ils continuent l'automobile. Et comme la pêche, ça n'avait aucune valeur culturelle, comme ça peut avoir chez nous, bah, tout le monde avait laissé faire, et effectivement, on a fermé beaucoup la pêche aux États-Unis. Bon, donc quoi, les ressources se portent bien, hein, mais pas les pêcheurs. Voilà. Donc ça, je crois qu'il y a un vrai enjeu à finalement reconstruire une pêche qui soit reconnue par la société et qui, au lieu d'être le premier facteur d'impact de la biodiversité, soit au contraire le garant de la biodiversité. Si vous y réfléchissez, les activités marines, mais les seuls qui ont vraiment intérêt à la biodiversité marine, c'est les pêcheurs. Le transport maritime, ils s'en fichent. Les EMR, ils s'en fichent de la biodiversité marine. Ceux qui ont intérêt à des écosystèmes sains, productifs, etc., en réalité, ce sont les pêcheurs. Et il faut arriver à en faire les acteurs pour qu'ils s'y impliquent. Voilà, alors, du coup, la solution vers laquelle je pense qu'il faut tendre, c'est d'aller vers ce qu'on appelle de plus en plus la pêche écologie. Ce mot de la pêche écologie, c'est une façon de dire qu'il faut repenser les problèmes de durabilité. Alors, avant de parler vraiment de la durabilité, je vais commencer par vous dire comment on aborde aujourd'hui les problèmes de durabilité. Pardon, c'est le petit moment où vraiment je fais le prof, là. Hein. Voilà. Les deux grandes courbes qu'il faut avoir en tête, c'est les courbes que vous avez là. Quand on va de gauche à droite, il y a de plus en plus de bateaux. Donc vous démarrez à gauche, il n'y a pas de bateaux. Et puis vous allez vers la droite, il y a de plus en plus de bateaux, de plus en plus grands. Qu'est-ce qui se passe? Première courbe, c'est la courbe en rouge. Plus vous mettez de bateaux, moins il y a de poissons dans la mer. Donc vous regardez une population de poissons donnée. Ici, il se trouve que j'ai regardé la somme de 8 espèces en mer du Nord, mais à la limite, peu importe, ça pourrait être un modèle théorique. Ça nous dit plusieurs choses importantes. La première chose que ça nous dit d'important, c'est qu'il n'y a pas de pêche sans impact. Il n'y a pas d'humain sans impact. Il n'y a pas de pêche sans impact. Donc la question de la bonne gestion des pêches ne va pas être d'avoir un impact nul. Sinon, il faut supprimer la pêche. Et puis si on veut que les humains aient un impact nul, il faut supprimer les humains. Mais pas plus pour les humains que pour la pêche, ce n'est évidemment le projet. La grande question, ça sera de savoir, sur cette grande glissade-là, où voulons-nous nous arrêter? Est-ce qu'on veut s'arrêter très vite ou est-ce qu'on veut aller vers le bas? Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois moins de poissons? À partir de quand cette diminution de l'abondance pose-t-elle problème? Et pour répondre à cette question, ce qu'ont fait les scientifiques dès les années 1930, ça date un peu, c'est de construire la deuxième courbe. La deuxième courbe, c'est la courbe des captures, qui nous dit une chose finalement assez simple. Si vous êtes à gauche, il n'y a pas de bateau. S'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de capture. Si vous êtes à droite, il y a plein de bateaux, mais il n'y a plus de poissons. Donc il n'y a pas de capture non plus. Et donc, entre les deux, ça passe forcément par un maximum. Alors on peut discuter de la forme de la courbe, il y a différents modèles, etc. Mais le schéma général, il est là. Quand on déduit les scientifiques, quelle est la bonne gestion des pêches? Où décidez-vous de mettre le curseur dans la descente? Allez, est-ce que quelqu'un se mouille? Non, je sais pas. On a droit à faire une interro écrite pendant la conférence? Oral, bon d'accord, je ne peux pas leur dire où vous sortez. Bon. Alors, voilà, non, mais, voilà, essayez de réfléchir à cette courbe et vous dites, je m'arrête où? La réponse la plus simple, et c'est celle qu'ont fourni les scientifiques dans les années 30, c'est de se dire, en tout cas, il ne faudrait pas aller vers la droite du graphique, parce que dès qu'on va dépasser le maximum, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rajoute des bateaux qui vont nous coûter plus cher, dépenser plus de gasoil, pour finalement avoir une production qui diminue. Ça, c'est ce qu'on appelle la surexploitation. La surexploitation, contrairement à ce que vous pensiez peut-être en entrant dans cette salle, ce n'est pas le début de l'impact. Le début de l'impact, il commence avec le premier pêcheur. On commence à vider la mer au premier pêcheur. Les premiers dans l'histoire qui ont impacté les ressources marines, c'est probablement Adam et Ève. Non, je ne suis pas sûr qu'ils pêchaient en mer. Mais, enfin bon, il faudrait le vérifier. Mais en tout cas, les 2 premiers qui ont été pêchés en mer. Par contre, il y a un moment donné où cet impact est devient tellement fort, que c'est la capture qui commence à diminuer. Et ça, clairement, c'est un système de production qui devient fou. C'est comme si, dans une industrie automobile, on mettait des machines pour construire des voitures, et puis tout d'un coup, on rajoutait des machines pour détruire une partie de la production. C'est une situation dans laquelle les pêcheurs vont en mer une partie de l'année pour faire des captures, et une autre partie, ils ne le savent même pas, mais ils sont en train de tellement détruire leurs ressources qu'ils détruisent leurs captures, en réalité. Donc c'est un système qui devient fou, et tout le monde est d'accord qu'il faut éviter la surexploitation. Personne ne vous présentera jamais l'idée que ça serait rationnel d'aller vers la surexploitation. Mais un peu vite, les scientifiques en ont déduit que ça allait être la bonne norme de gestion des pêches, et qu'il allait falloir être juste au maximum. Alors, avant de remontrer ça c'est la situation actuelle. Enfin, au moment où on a fait l'étude il y a 2-3 ans. Le pool des 8 espèces qui sont là, à cette époque-là, c'est pour ça qu'on l'avait noté 1. C'était la pression de pêche actuelle, peu importe, donc un certain nombre de bateaux en mer du Nord. Et ce que ces courbes nous disaient, c'est que sur ces 8 espèces, on pouvait espérer
pêcher 200 000 tonnes en laissant dans l'eau 3 millions de tonnes. Et ce qu'on appelait la pêche durable, ce qu'on continue bien souvent, ce que les ministres, les pêcheurs continuent à appeler la pêche durable, c'est de dire il faut se mettre là. Parce que là, effectivement, bah oui, c'est vrai, c'est mieux. Il n'y a pas de doute, c'est mieux. Au lieu de pêcher 200 000 tonnes, on va en pêcher 230, 240, on va pêcher un peu plus, tout en laissant dans la mer un peu plus de poissons. Donc, on a gagné. Et comme on était dans une situation de surexploitation généralisée, quand la politique des pêches s'est donnée comme mandat de faire disparaître la surexploitation, tous les scientifiques ont applaudi en disant « mais bien sûr, c'est bien mieux, il faut éviter la surpêche ». Oui, mais est-ce qu'on est sûr que c'est là qu'il faut rester ? J'attire votre attention sur ce fait qu'en réalité, ce graphique-là, on regarde ce qui se passe espèce par espèce, mais on ne regarde pas les interactions entre espèces. Notamment, si vous réfléchissez bien, 4 millions de tonnes, oui, c'est mieux que 3. Mais enfin, sans pêche, il y en avait 9. On a divisé par plus de 2, là. Et encore, il se trouve que, pour des raisons, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est un cas favorable. Mais en fait, quand on est au maximum, là, l'ordre de grandeur, c'est généralement, on divise les espèces par 3. Par 3. Est-ce qu'on pense réellement que c'est durable de diviser chacune des espèces par 3 ? Donc quand on y réfléchit un petit peu, alors cette position-là, je le dis avec un peu de provocation, elle est premièrement obsolète. Parce qu'elle date d'une époque où les scientifiques ils faisaient des modèles espèce par espèce, comme si les espèces n'interagissaient pas entre elles, comme si le fait de diviser par 2,5, par 3 l'abondance de la morue n'allait pas avoir d'un impact sur telle autre espèce ou telle autre espèce. Ils n'avaient absolument pas à l'époque la vision de ce fonctionnement de l'écosystème, ce modèle en boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Ils regardaient les choses de manière complètement indépendante. Ils ne regardaient pas les interactions entre espèces, ils ne regardaient pas l'interaction sur les fonds marins. Finalement, c'était une vision d'une époque qu'on a bien connue aussi en agriculture, où le mot d'ordre, c'était produire. Donc on cherchait à produire le plus possible, et on s'est donné comme norme de gestion des pêches, ce qui était une vision assez productiviste, qui permettait... Bon, alors, probablement, il y a une époque, il fallait nourrir la population, hein, voilà, il y a tout un contexte, il faut bien le comprendre. Mais voilà. Et avec des impacts qui sont déjà très, très importants, et qui aujourd'hui sont considérés comme n'étant plus durables. Reprenez mon petit graphique de tout à l'heure. Si vous divisez chacune de toutes ces biomasses-là, par en gros 3, c'est-à-dire vous laissez dans l'eau que 30 à 40% de la biomasse qui aurait sans pêche, voilà, et bien vous avez complètement changé la structure de l'écosystème, vous avez changé tout son fonctionnement, vous avez changé toutes les propriétés de stabilité, de productivité, etc. Et c'est la situation dans laquelle sont les pêcheurs aujourd'hui. Ils sont en train de dire, bah oui, on a fait des progrès, on sort de la surpêche, bah oui, mais ils sont aujourd'hui en train d'appliquer enfin les modèles qui ont été développés dans les années 30. Et nous, scientifiques, ça fait 20 ans qu'on dit, bah, il faut raisonner à l'échelle des écosystèmes. Donc oui, la pêche écologie, pour y revenir, elle va essayer de raisonner à l'échelle des écosystèmes. Alors, pas de mystère, hein. Moi je suis dans une école d'agro, comme ça a été dit, et puis j'entendais en permanence mes collègues parler d'agroécologie, et d'un coup je me suis dit, bah, mais chez nous c'est pareil, on veut réinventer une forme de pêche nouvelles, différentes, qui sont en harmonie avec les écosystèmes, ça doit s'appeler la pêche écologique. Donc le mot a été aujourd'hui repris par pas mal d'acteurs du système. Vous reprenez la même définition, je ne vais pas vous la lire, vous remplacez agroécologie par pêche écologie, agriculture par pêche, et pof, vous avez la définition de la pêche écologie. C'est une pêche qui essaye de vivre en harmonie avec les écosystèmes, d'assurer leur renouvellement, etc. La définition, j'étais la prendre sur le... Je ne sais pas si c'est le bon endroit, hein, mais j'étais la prendre sur le site du ministère de l'Environnement, sur l'agroécologie. Voilà, donc je cite mes sources. En même temps, c'est une pêche, vous allez essayer de voir, je vais essayer de vous en convaincre, c'est une pêche qui va conduire à être une espèce de redéfinition d'une approche écosystémique. L'approche écosystémique, ça fait un peu 30 ans qu'on en parle. Oui, c'est ça, 30 ans, 1995, qu'on en parle. On ne l'a pas vraiment mis en œuvre, et notamment on ne l'a pas vraiment mis en œuvre parce qu'on n'a pas réellement repensé le système. On a pensé au départ que l'approche écosystémique consistait à s'occuper des poissons comme avant, rendement maximum durable, les mêmes courbes, on ne bouge pas, on ne change rien. Simplement, on va rajouter une pincée d'attention sur les mammifères marins, regarder un petit peu les impacts sur le fond, etc., mais pas réellement repenser le système. Donc la pêche écologie, elle propose de prendre du recul et de repenser plus fondamentalement le système. Et puis vous allez le voir, c'est une pêche qui en fait est en permanence en train de courir. Ce n'est pas un état, c'est plutôt un processus d'amélioration continue, comme l'est d'ailleurs, je pense, l'agroécologie. Alors, deux grandes ruptures dans la pêche écologie. La première rupture, c'est d'essayer de changer vraiment de paradigme. Jusqu'à présent, en matière de pêche, tout le paradigme qu'on a eu, c'est jusqu'où on peut descendre le long de ma courbe rouge avant que ce soit une bêtise. Mais si vous réfléchissez, c'est une façon très courante d'aborder les questions de l'environnement. Combien je peux mettre de milligrammes de nitrate dans l'eau avant que ça soit un problème ? D'accord ?
Combien je peux mettre de bruit dans un environnement avant que ce soit un problème? Jusqu'où on peut aller avant que ce soit un problème? Quel est l'impact maximum admissible? Et dans cette vision-là, c'est bien une vision de l'homme qui, d'une certaine manière, challenge la nature, essaye de la pousser dans ses retranchements pour voir à quel moment ça craque. Et puis là, on se dit « Ah non, j'étais trop loin, 2 pas en arrière ». Bon. Et ça, à la réflexion, on se dit non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que, dans un premier temps, on a oublié les interactions entre espèces. Une fois qu'on a mis les interactions entre espèces, ah oui, il faut rajouter des interactions avec l'habitat. Ah oui, mais attendez, il ne faut pas oublier non plus le jeu très complexe des parasites qui viennent réguler les populations, qui interfèrent, qui peuvent se développer ici, etc. Les microbes qui je ne sais pas de quoi, etc. Et bien assez vite, on arrive à cette idée que la complexité du vivant ne nous permet absolument pas de savoir quel va être le point où tout d'un coup ça va craquer. Donc cessons de descendre la courbe avec de toujours plus d'impact en nous disant « j'essaye de m'arrêter avant que ce soit une bêtise ». Ce n'est pas la nature qui doit être challengée, c'est l'homme. C'est nous qui sommes accueillis par la nature. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour pêcher avec le moins d'impact possible? Évidemment, l'idéal, ça serait 0. Mais ça, on sait que ce n'est pas possible. Donc, quand je parle de minimisation, ce n'est pas une minimisation dans l'absolu. S'il fallait minimiser, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, s'il fallait minimiser l'impact des humains, il faudrait supprimer les humains. Là, la question qu'on va devoir se poser, c'est comment chaque kilo de poisson que je pêche, ou plus exactement, chaque kilo de poisson que la nature veut bien produire, comment je fais pour le prélever avec le moins d'impact possible. Le moins d'impact possible sur la ressource que j'exploite, et vous allez voir qu'il y a des marges de progrès énormes, mais aussi le moins d'impact sur les habitats, sur les espèces sensibles, sur le fonctionnement de l'écosystème, sur etc. etc. C'est l'homme qui doit être challengé, c'est lui qui doit être poussé dans ses retranchements, c'est lui qui doit à chaque instant être questionné sur le thème « tu ne peux pas faire mieux ? Tu n'as pas des solutions innovantes là ? Tu ne peux pas faire des progrès pour avoir moins d'impact ? On ne peut pas modifier l'engin là pour réduire ?» Et alors les pêcheurs vont nous répondre « mais j'ai déjà réduit ». « Ah oui, mais on n'est pas sûr que ça soit suffisant. Si on peut réduire encore, alors il faut le faire. » Alors évidemment, à un moment donné, il y a des arbitrages sur des coûts, bien sûr, hein, un peu de réalisme. Mais en réalité, c'est bien dans cette logique, dans ce paradigme-là qu'il faut basculer. C'est comment je réfléchis une activité économique avec le minimum d'impact et comment je mets toute l'intelligence des acteurs, toute l'innovation, toute la recherche, toute la connaissance à réduire en permanence les impacts. Alors, une ou deux applications de ça. Reprenons mon petit schéma de tout à l'heure. Le voilà, mon petit schéma de tout à l'heure. Nous sommes là. Est-ce qu'on pourrait pêcher avec moins d'impact? Ah, il y a une chose qu'on n'a pas fait là. On n'a pas regardé qu'est-ce qui se passait si on changeait les maillages des engins de pêche. Imaginons qu'au lieu de pêcher les petits engins, on ait des grandes mailles qui laissent passer les petits poissons à travers. Et à ce moment-là, on ne va plus avoir ces courbes-là, on va avoir celles-là. C'est-à-dire que plus vous pêchez, moins il y a de poissons. Ben oui, mais il y a toujours les petits qui passent. Donc vous pouvez toujours augmenter la pêche, ma courbe rouge, elle ne va plus tendre vers 0. Il restera toujours dans la mer des petits poissons. Donc vous voyez qu'en changeant les maillages, tout d'un coup, on réfléchit le système. Et on se dit, on peut réfléchir différemment. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, tenez, la bonne solution maintenant, c'est de pêcher la même chose, mais en étant, pardon, ça devrait apparaître, ici. C'est ce que j'appelle la gestion optimisée. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'on va pêcher la même chose qu'aujourd'hui, 200 000 tonnes. La même chose qu'aujourd'hui. Il ne faut pas espérer pêcher plus qu'aujourd'hui, ce n'est pas très raisonnable, en réalité. Quand on a en perspective le changement climatique, tout ça, se donner un objectif qui soit de maintenir la production, c'est déjà pas mal. Mais la grande différence, c'est qu'au lieu de laisser 3 millions de tonnes dans la mer, on va en laisser 6. On va laisser 2 fois plus de poissons dans la mer. On va laisser dans la mer tous les petits, tous les moyens. Au lieu de pêcher les poissons à 1 an, à 2 ans, on va se mettre à les pêcher à 3 ans, à 4 ans, peut-être à 5 ans, à 6 ans, ça va dépendre des espèces. Et du coup, la mer va regorger de tous ces petits poissons que nous ne pêchons plus. Alors non seulement il va y avoir plus de poissons dans la mer, mais donc pour aller pêcher la même quantité de poissons, il y a besoin de pêcher qu'1 jour sur 2. Il y a 2 fois plus de poissons dans l'eau. Donc en pêchant 1 jour sur 2, vous allez continuer à pêcher la même chose. Donc le mot d'ordre de la pêche durable, c'est travaillons moins pour gagner mieux. Parce que comme en même temps, vous dépenserez moins de gasoil, moins d'investissement, moins de machin, ça va vous faire une pêche ultra compétitive, attractive. Ils se plaignent aujourd'hui, les pêcheurs, on n'arrive pas à avoir des jeunes. Je leur dis, mais faites ça, vous allez voir. Vous allez leur dire, il y a 6 mois de vacances par an dans le métier et vous avez un salaire qui est augmenté de 20% par rapport à aujourd'hui. Ils vont venir, hein, ils vont venir. Voilà. Donc, alors, c'est un peu compliqué, je vais la remettre en œuvre. Mais cette idée, elle est là, et je pense qu'elle est importante. C'est, on peut réellement, à partir du moment où on réfléchit à la question comme ça, on peut très bien pêcher autant qu'aujourd'hui en impactant beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que là où on a divisé les ressources par 5,
et puis des fois par 10, etc., on peut revenir à des situations dans lesquelles l'impact, ça va être une population divisée peut-être par 2, et probablement même par moins de 2. Les poissons qui, par exemple, servent d'alimentation à tous les autres, là, probablement, il ne faut pas les diminuer trop, hein, parce que chaque fois que vous les diminuez, c'est les prédateurs qui sont diminués à leur tour, et puis vous en payez le prix. Donc il faut repenser toutes ces normes de gestion. Voilà, alors ça veut dire, il y a des petites formules magiques, on s'est bien amusé avec des collègues à trouver des petites, voilà, faire des équations dans tous les sens, et puis on peut calculer que, par exemple, la morue, aujourd'hui, la taille minimale légale de première capture, c'est 35 cm. Il faudrait pêcher les morues qu'à partir de 70 cm. Vous dites ça à un pêcheur, il dit « ça prouve définitivement que vous, les scientifiques, vous êtes totalement incompétents, parce que des morues de 70 cm, il n'y en a pas dans la mer. » Mais ils ont raison, il n'y en a plus. On pêche massivement les morues dès l'âge de 1 an. Celles qui survivent, on les pêche massivement à l'âge de 2 ans, et celles qui survivent encore, on les pêche massivement à l'âge de 3 ans. Conséquence, il y a 95% des morues qu'on pêche font 1 an, 2 ans, 3 ans. Une morue, ça vit 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et alors, une chose que vous ne vous rendez peut-être pas compte, c'est que nous, on a l'habitude, là, les animaux terrestres, elle est encore une petite différence, une fois que la maturité sexuelle est atteinte, la croissance s'arrête. En gros, c'est vrai chez les humains, mais réfléchissez, c'est vrai chez tous les animaux terrestres. L'éléphant, la fourmi, tous, ils s'arrêtent de grandir. Ce n'est pas du tout le cas chez les poissons. La morue, à 3 ans, elle peut être mature. Et comme elle fait des centaines de milliers d'œufs, même s'il reste que quelques morues de 3 ans matures, le stock, il se régénère. Il n'y a pas trop de problème, de ce côté-là. Mais par contre, si vous la laissez vivre, eh ben, elle va grandir, elle va faire 10 kilos, elle va faire 50 kilos, elle va faire 100 kilos, ça peut atteindre 120 kilos, une morue. Ça, c'est un peu le chiffre extrême. Mais on a des témoignages de Terre-Neuve avec les gars qui sortent les morues pour savoir s'ils sont plus grands ou plus petits que la morue. Et ça, alors aujourd'hui, vous dites 70 cm, ça n'existe pas, les morues. Mais si, ça existe, laissez-les grandir. D'ailleurs, en mer de Barents, ils l'ont fait, ça. Ils ont augmenté le maillage. Ils ont trouvé ça tellement bien, les pêcheurs, qu'ils se sont réunis entre eux en consortium, et ils ont décidé de augmenter encore au-delà de ce que la réglementation leur imposait. Et voilà, donc ça, je pense, c'est vraiment une voie pour avancer. Alors après, il faudra trouver des compromis, parce qu'on n'a pas l'engin magique, voilà. Bon, mais ça devra faire l'objet de concertation. Je ne vais pas trop le détailler, mais au passage, un des points qui inquiète quand même beaucoup les scientifiques, c'est l'érosion de la biodiversité génétique. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait massivement de la sélection génétique quand on pêche. On pêche en gros autour de l'âge de maturité. Conclusion, les génotypes qui ont la bonne idée de se reproduire jeunes, hop, ils se reproduisent et ils sont sélectionnés. Ceux qui ont la mauvaise idée de se reproduire tard, pof, ils sont tous pêchés et ils disparaissent. Donc on fait massivement de l'érosion génétique. Et évidemment, ça, c'est un facteur d'appauvrissement des populations et surtout de fragilité par rapport aux impacts autres, anthropiques, etc. Donc on a vu des populations dans lesquelles certains génotypes ont disparu. Par exemple, des morues du Canada, très surexploitées. Ah bah tiens, les génotypes qui avaient un espèce de protéines dans le sang qui leur permet de résister à des eaux très très froides et à ce qu'elles ne gèlent pas complètement, elles ont disparu, elles ne sont plus là. Et le génotype, ça, ils se reproduisaient trop tard, tant pis, pas de chance. Donc elles sont devenues plus sensibles au changement climatique. Voilà. Donc si vous augmentez massivement les tailles de première capture, tous les génotypes peuvent se reproduire et vous diminuez beaucoup cette histoire de sélection génétique. Alors, bien sûr, il faut aussi limiter tous les autres impacts. Je vais les passer en revue un peu rapidement. Il y en a un dont j'ai déjà un peu parlé, c'est cet impact du chalut de fond qui s'est imposé comme l'engin dominant. Le chalut de fond, vous l'avez là, hein, c'est ce grand filet qu'on racle sur les fonds. Donc ça, c'est vraiment, alors c'est un avantage, c'est un engin effroyablement efficace. Hein, pour pêcher le dernier poisson de la mer, allez-y. Hein, voilà, je dis souvent, c'est le bulldozer qu'il faut. Donc, il s'est imposé. Il a bénéficié d'un espèce d'avantage concurrentiel qui est que, comme on finance le gasoil, lui, il dépense le plus de gasoil de tout le monde, donc d'une certaine manière, il a été avantagé par rapport aux autres. Et alors, à l'inverse, c'est un poisson qui ramasse tout sur son passage, donc notamment énormément de juvéniles. On considère que le chalut, plus de 50% de sa capture, en Europe, aujourd'hui, est constitué de juvéniles. Donc quand moi je parle d'augmenter les maillages, il faudrait commencer par le faire sur le chalut. En tout cas, pour l'instant, il capture massivement des juvéniles. Il capture toutes les espèces indifféremment. Or, clairement, une pêche durable, c'est une pêche chirurgicale, dans laquelle on va aller dire telle espèce, elle a telle productivité, donc on peut empêcher tel quota, et puis tel autre tel quota, et puis tel troisième tel quota. Et ça, quand on ramasse tout à la fois, mais vous ne pouvez pas gérer ça.
Donc les pêcheurs ramassent des espèces, ils n'ont plus de quotas. Pendant longtemps, la règle du jeu a été « Oh ben c'est pas grave, vous les remettez à l'eau. On va compter dans vos quotas ce que vous ramenez à quai. » Bah oui, donc ils en ont rejeté de plus en plus à l'eau, puis les scientifiques ils sont devenus fous en disant « Ça se casse la figure. Nous, on essaie de diminuer les quotas, mais en fait, ils continuent à pêcher et ils rejettent. Donc ça ne marche pas. » Alors aujourd'hui, en principe, ils doivent ramener à bord, ils doivent ramener à quai. Ce qui est leur dépassement de quotas. Sauf que c'est bizarre, hein. C'est en place depuis 5 ans, et puis il y a plusieurs journalistes qui ont cherché, ils n'ont pas trouvé un seul endroit où on ait débarqué des excédents de capture. Je ne sais pas, ils doivent être toujours rejetés, évidemment, ils doivent être toujours rejetés, malheureusement. Donc ça fait beaucoup de rejets. Et puis ça détruit cette faune animale. Donc clairement, je boucle la boucle. Le chalut, c'est un paysan qui, avec persévérance, détruit en même temps qu'il récolte l'humus de son champ, de manière systématique, massive. Et puis qui après dit « c'est bizarre, ça pousse plus bien ici ». Mais c'est ça aujourd'hui. On a pris des mesures, on a baissé la pression de pêche, on a vu l'abondance des stocks commencer à remonter, et puis là on est là au moment où tous les acteurs sont pris d'un vertige, qui est la capture remonte pas. La capture remonte pas. J'en discutais encore avec des gens du comité des pêches qui me disaient « oui, on est très inquiets. C'est sûrement le changement climatique. » Oui, peut-être, oui, peut-être. C'est peut-être aussi le chalut, c'est peut-être aussi d'autres impacts, etc. Donc, si on ne raisonne pas à l'échelle de l'écosystème, on ne sort pas de cette situation. Donc, il faut organiser la déchalutisation. Alors, comme je parle des fois dans des assemblées de pêcheurs, tout de suite, il faut être prudent, parce que ça, c'est une question très, très sensible. Hein. Il n'y a pas trop de pêcheurs, sinon il y en a un qui va sortir son grand couteau à la sortie. C'est dangereux hein, de parler de ça. Mais donc, il faut chaque fois expliquer. Non, mais évidemment, on ne va pas demain matin interdire le chalut. D'ailleurs, ça serait une grosse bêtise d'interdire le chalut demain matin. Si on interdit demain le chalut, c'est tout le système des criers, du commerce, tout le système de la pêche se collapse. Et y compris ceux qui ont des engins de pêche très vertueux aujourd'hui, en seraient les victimes. Donc il faut y aller, il faut mettre en place des mesures. On a 10 ans, 15 ans, 20 ans devant nous pour sortir du chalut. C'est presque aussi difficile que de sortir de l'automobile à moteur thermique. Donc il faut commencer par financer des chaluts moins impactants, essayer là où on peut de mettre d'autres engins. Tenez, pourquoi on ne pêche pas la langoustine au casier? Chez nous, on la pêche que au chalut. En Islande, ils la font que au casier. Conclusion, moi j'étais en vacances en Islande, puis j'ai vu tout d'un coup des gens qui mangeaient une drôle de bête que je ne connaissais pas. C'était grand comme ça, là. C'était grand comme un homard, mais c'était plus fin. C'était une langoustine. Et j'avais beau le savoir, mais je ne réalisais même pas que ça pouvait être grand comme ça. Parce que chez nous, on les pêche toutes petites. Hein, toutes petites. Alors, regardez, elles ne font pas la taille en réalité. Hein. Elles ne font même pas la taille légale qui est en réalité beaucoup, beaucoup trop faible. Donc, arrêtons de les pêcher au chalut. Fermons une partie de la zone où on pêche au chalut. Mettons là en place une box au casier. On dit pendant 2 ans, on ne ferme pas pour qu'elles grandissent un peu. Dans 2 ans, on les recapture nettement plus grosses. Et je vous garantis que dans 5 ans, la totalité des pêcheurs, ils veulent changer de modèle. Ils veulent tous passer au casier. Là, on sait faire. La morue, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, pendant des siècles, on a pêché la morue sans chalut. Pourquoi on est obligé de la pêcher au chalut? Parce qu'il n'y en a pas assez. Donc augmentons le maillage. Augmentons le maillage, on va remettre des poissons dans la mer. Et une fois qu'on aura remis des poissons dans la mer, on va rendre possible de revenir à des engins qui sont encore beaucoup moins impactants. On va enclencher une spirale vertueuse. Plus de poissons, des engins moins impactants. Plus de poissons, des engins moins impactants. Et on peut remonter à une mer, moi je crois, qui soit pleine de poissons, mais comme on l'avait probablement à la fin du 19e siècle. Les volumes de capture n'étaient pas très différents à la fin du 19e siècle. Donc on doit pouvoir revenir à ces niveaux-là. Donc le chalut, et puis il va falloir plus généralement réfléchir sur tous les engins. Ifremer travaille sur des nasses à poissons, ça c'est probablement un engin du futur. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait les bons qui rentrent dedans, alors il faut probablement travailler sur le maillage, on refait des études de comportement, d'éthologie, on essaye d'améliorer les maillages, les appâts, pardon. Les lignes, ce qu'on appelle aussi les palangres, ça c'est pas mal. Oui, alors il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'oiseaux qui s'attrapent au moment où on remonte la ligne. Mais là aussi, on a des solutions techniques. Les filets, tout ce qui est filet, c'est plutôt pas mal. Finalement, ça, c'est tout ce qu'on appelle les engins dormants. C'est-à-dire, c'est des engins qu'on pose et on compte sur le comportement du poisson plutôt que de les tirer derrière avec des gros moteurs et en ramassant tout. Donc voilà, donc il faut vraiment enclencher une révolution des engins de pêche. Il y a de l'innovation, il y a de l'encouragement, il y a des zones tests à développer, il y a des start-up à créer, etc. Je n'ai pas l'heure sous la main, je pense que ça tourne à toute vitesse. Oui, donc, ok, donc je vais aller un peu là-dessus. Vous m'interrogerez si vous voulez. Je pense qu'il y a des solutions techniques
pour avoir moins de dauphins, moins de etc. On l'a fait dans les Kerguelen. Alors j'en dis un mot quand même. Dans les Kerguelen, il y a des grandes pêcheries qui pêchent la légine, qui la pêchent avec des lignes, ce qu'on appelle des palanques, et qui avaient un gros problème de capture accidentelle d'oiseaux, y compris des oiseaux classés sur la liste rouge, l'albatros des Kerguelen et le puffin gris. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système dans lequel on a dit aux pêcheurs, si vous attrapez un oiseau, vous perdez du quota de pêche. Il y a eu un moment donné, la capture d'un oiseau, vous perdiez, écoutez-moi bien, 15 000 $ de quota de pêche. Oui, attention, c'est des grands bateaux de 100 mètres. Hein. Finalement, pour eux, c'était pas... Bon, ben oui, quand même. Enfin, quand même 15 000. Ils ont commencé à se mobiliser. Conclusion, ben, ils ont arrêté de pêcher de nuit, parce que... Non, pardon, de jour, c'est la nuit. Ça marchait pour l'albatros, mais pas pour le puffin. Alors, ils ont essayé 2-3 trucs. Et puis, finalement, ils ont trouvé la solution, qui est de mettre un puits au milieu du bateau, par lequel on remonte par en dessous la ligne, ce qui fait que les oiseaux ne la voient absolument pas au moment où on la remonte, et ils ne peuvent pas venir mordre. La mortalité sur les oiseaux a été divisée par 1000. A été divisé par 1000, on considère aujourd'hui que c'est absolument plus un problème sur ces populations-là. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a parié sur l'intelligence des acteurs et on a fait de l'incitation. Personne ici dans cette salle va accepter de perdre 10% de son salaire ou de passer du temps à résoudre un problème où vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas si vous n'y êtes pas incité. Donc il fallait inciter les pêcheurs et à ce moment-là, ben oui, c'est eux qui peuvent trouver les solutions. Faudrait se décider, allez, on va la garder pour les questions, celle-là. Faudrait se décider à protéger les aires marines protégées, parce qu'en France, on a beaucoup d'aires marines protégées, absolument pas protégées en réalité. Hein. Bon, mais ça, voilà, on le gardera. Eh bien, je vais dire quand même un mot sur le second principe. Alors, on s'éloigne un peu, donc je vais peut-être aller un peu plus vite, mais moi, il me tient à cœur. C'est aussi cette idée que le second principe, c'est là aussi une espèce de rupture de paradigme. Je pense que dans le domaine des pêches, une fois qu'on a bien intégré cette idée, que c'est la nature qui produit. Du coup, la question n'est plus comment je produis plus. Dans une industrie, généralement, c'est la question qu'elle se pose. Comment je vais pouvoir dégager des marges pour pouvoir réinvestir du capital et du travail, augmenter la production, etc. Voilà. Mais là, vous ne pouvez pas augmenter la production. Donc la question, elle se pose d'une manière extrêmement différente. La question que vous voulez plutôt vous poser, c'est ces kilos ou ces tonnes que la nature veut bien m'offrir, produire, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Comment je fais pour que la société en maximise l'utilité économique et sociale? Alors, ça vous paraît peut-être un peu abstrait, cette idée-là, mais une bonne façon de l'illustrer, c'est de se demander qu'est-ce qu'on fait finalement du poisson? Qu'est-ce qu'on fait du poisson en France? Alors, vous allez me dire, on le mange. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'activité de pêche si ce n'est pas pour faire des aliments. On est d'accord, on ne va pas créer des réserves d'Indiens pour regarder des pêcheurs pêcher en disant que c'est beau et en faisant des photos. Les Anglais font un peu ça, hein, des fois. On a l'impression, des programmes avec eux, des fois on est un peu surpris. Non, il faut d'abord que ça produise un aliment. Mais en France, on fait beaucoup plus que ça avec la pêche. On fait ça. C'est-à-dire qu'on fait vivre les territoires côtiers. C'est pour ça que vous êtes si nombreux dans cette salle. Si je faisais une conférence sur la tomate, mais vous ne seriez pas venus. Sur les coiffeurs, vous ne seriez pas venus. Pourtant, je vous le garantis, c'est deux secteurs qui ont un poids économique beaucoup plus important que la pêche. Beaucoup plus important que la pêche. Pourquoi vous venez? Mais parce que la pêche, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre imaginaire. Et ça fait partie de l'aménagement du territoire. On l'a tous connu, on a tous été au bord de la mer, on a tous vu les bateaux de pêche, on a tous vu ces petits bourgs qui vivent de la pêche. Donc ça, c'est vraiment un choix qui est alors vrai en France, qui est vrai en gros en Europe du Sud. C'est la pêche est un outil d'aménagement du territoire. Et ça, si on réfléchit ça comme ça, eh bien ça conduit à repenser complètement la question. Un exemple, c'est l'exemple de la coquille Saint-Jacques, baie de Saint-Brieuc. Baie de Saint-Brieuc, donc Bretagne Nord, il y a un petit gisement là qui a été très surexploité dans les années 80. Ils étaient à l'époque 250 pêcheurs. Les scientifiques ont dit, oulala, mais là, vous avez une pression de pêche qui est 5-10 fois trop élevée. Là. Tout va disparaître. Donc on aurait pu décider de diviser par 5 le nombre de bateaux. Les pêcheurs se sont réunis en consortium, ont dit non, nous on veut continuer à vivre. On veut continuer à vivre de notre pêche, mais pour ça on va s'imposer à chacun des mesures extrêmement restrictives. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis en place le fait qu'on a le droit de pêcher que 6 mois par an. 6 mois d'ouverture, 6 mois de fermeture. Dans les 6 mois d'ouverture, on a le droit de pêcher que 2 jours par semaine. Les 5 autres, on les surpose. Dans les 2 jours où on a droit, écoutez-moi bien, en baie de Saint-Brieuc, on a le droit d'aller pêcher pendant 3 quarts d'heure. La cloche sonne, la cloche s'arrête, on a 3 quarts d'heure pour pêcher. Et en plus,
on a le droit d'avoir que 2 dragues, dont les dimensions sont réglementées, le maillage est réglementé. Et si en plus de tout ça, on pêche plus d'1 tonne, il y en a quelques-uns qui y arrivent en 3 quarts d'heure, hein, eh ben, on n'a pas le droit, on doit s'arrêter aux 1 tonne, même si les 3 quarts d'heure ne sont pas écoulés. Vous allez me dire, drôle de système, aucun scientifique n'aurait osé proposer ça, aucune administration n'aurait osé proposer ça. Conclusion, aujourd'hui, ils sont 240, quasiment le même nombre. Et si vous suivez avec un doigt la côte bretonne, vous dites, ah, la baie de Saint-Brieuc, Saint-Quay-Portrieux, je ne sais plus quoi, etc. Mais c'est un endroit, c'est incroyable, il y a la vie qu'il y a par là. C'est toute une zone qui est extrêmement peuplée, avec des activités primaires, qui alors en plus, éventuellement, crée des synergies avec le tourisme, mais ça ne dépend pas que du tourisme, il y a une vraie vie. Donc, à ce moment-là, il y a de la pêche, il y a des bourgs qui sont vivants, il y a évidemment du maraillage, de la construction navale et tout ce qu'on peut imaginer comme emploi en amont et en aval. Mais il y a même plus que ça, je dis souvent. Il y a aussi l'instituteur, le garagiste, le coiffeur, qui sont dans le bourg et qui n'y seraient pas, qui n'y seraient plus si la pêche n'était pas là. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à aller regarder, il y a d'autres endroits où la pêche a disparu, et on est parti dans la désespérance de territoires déshérités, de vote extrême et tout ce que vous pouvez imaginer, de repli sur soi, de difficultés économiques, sociales. La pêche, je dis souvent, mais c'est aussi le club de foot et l'amicale des anciens. Et ça c'est pas de la valeur économique, c'est de la valeur humaine. Et ça, il faut en tenir compte dans l'activité de la pêche. Donc oui, il faut se poser la question, comment chaque kilo que la mer veut bien produire, j'en maximise l'utilité économique, sociale, culturelle à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et à ce moment-là, la pêche, elle redevient vraiment un outil au service de l'aménagement du territoire, au service de la société. Et à ce moment-là, on peut demander à la société, effectivement, de soutenir la pêche et réellement de prendre des mesures, y compris de prendre des mesures pour aller s'attaquer aux autres impacts, la pollution marine, etc., etc. Si la pêche devient exemplaire, elle est en position de force pour réclamer des autres secteurs que des mesures soient prises. Oui, je sens que vous allez me dire qu'il faut que j'arrive à la conclusion. Ouais, allez, 10 secondes, alors je saute ça, allez, je saute ça. Non, mais alors, simplement, je vais m'arrêter un instant sur ce dernier petit-là, puis après je sauterai la reste. Ça, la conclusion de ça, c'est ça qui nourrit un débat que vous avez sûrement entendu entre petite pêche artisanale et grande pêche industrielle. En réalité, ce débat est souvent très manichéen. Il y a plein de diversité, etc. Mais quand même, moi je pilote depuis 2-3 ans une étude où on a essayé de regarder ce qu'il en était. Et alors, effectivement, on a mis d'un côté les petits bateaux de moins de 12 mètres, ceux qui utilisent ce qu'on appelle les arts dormants, donc filet, ligne, casier. Donc, en gros, ceux qui, dans l'imaginaire collectif, sont les gentils, quoi. Hein. Et puis, de l'autre côté, on a mis les grands bateaux industriels de plus de 24 mètres qui utilisent des chaluts de fond, donc les méchants. Bon. Vous voyez que les petits, ça fait beaucoup de bateaux, mais ça ne fait pas beaucoup de production. On a quand même besoin des grands si on veut du poisson à manger. Bon. Est-ce qu'ils sont gentils ou est-ce qu'ils sont méchants? Oui, globalement. Si vous regardez quelle est la proportion de CO2 émis par les petits bateaux, ils en émettent que 7%, alors qu'ils font 17% du tonnage et 47% des bateaux. Les grands industriels, ils en font 55%. Si vous regardez tous les indicateurs, par exemple, combien on crée d'emplois par 1000 tonnes que la nature veut bien nous produire? Les petits arts dormants, ils créent 31 emplois par 1000 tonnes que la nature veut bien nous fournir. Pour les grands industriels, ils n'en produisent que 14. Une des surprises de cette étude a été de s'apercevoir que les performances économiques et sociales diminuent avec la taille du bateau. Ceux qui créent le plus de valeur économique, de valeur ajoutée, ceux qui créent le plus d'emplois, incontestablement, ce sont les petits bateaux. Et puis si vous commencez à aller regarder les indicateurs d'impact, d'une manière générale, oui, ceux qui font de la surpêche, ceux qui pêchent les juvéniles, ceux qui impactent les fonds marins, ce sont les grands. Les petits ne sont pas bons partout, il ne faut pas non plus tout idéaliser. Les captures accidentelles de mammifères, c'est les petits gentils. Alors ça, quand on montre ça aux ONG, elles disent « Ah, flûte, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Les gentils... » Il faut vivre avec. Non, il faut trouver des solutions. Là aussi, il y a des solutions techniques, il faut les trouver. Et il faut certainement faire des compromis. Voilà, alors qu'est-ce que je tire de ce genre de comparaison? Moi, je tire en matière de gestion des pêches qu'en fait, la situation vers laquelle il faut aller, c'est privilégier la petite pêche côtière, parce que c'est elle qui crée de l'emploi, parce qu'elle a beaucoup d'avantages, dans la bande côtière. Mais en gros, elle y est déjà. Ce qu'il faut faire, c'est mettre hors de la zone côtière les gros bateaux qui y viennent. Ça n'a pas de sens. Ils viennent détruire de l'emploi. Pour la société, ce n'est pas un bon choix. Mais dans le même temps, je ne considère pas qu'il faut laisser tomber la grande pêche. On en a besoin parce que c'est eux qui font des volumes de production. Mais c'est eux qu'il faut accompagner dans la transition parce qu'eux, ils sont dans le rouge. Donc eux, il va falloir les faire basculer dans le vert. Donc c'est là qu'il va falloir mettre du financement public pour inventer un avenir post-chalut, refaire cette révolution des engins, refaire les maillages et tout ça dont j'ai parlé.
Allez, je vais tout à fait, bien, on va en sauter une ou deux, sur la conclusion. Voilà, alors peut-être, bon, il y a des questions de gouvernance, donc je vais le passer, j'étais un peu long. Et puis, je crois que je vais m'arrêter là en vous disant que le projet de la pêche écologique... Alors, plein de critères de la pêche écologie, ça, vous me permettez une petite page de publicité finale, c'est ceux que vous retrouverez dans mon bouquin. Donc, je n'ai pas tout à fait fini la conférence. Donc, le bouquin, 15 €, c'était la page publicitaire. Voilà. L'idée, c'est bien ça. C'est en guise de conclusion, c'est qu'on peut aller vers un nouveau mode de pêche qui permette, et je pense que c'est ça l'idée, de maintenir le niveau de la production, de maintenir le niveau social, probablement même d'augmenter l'emploi et de réduire drastiquement tous les impacts écologiques. La clé de ça, effectivement, c'est une volonté politique. J'ai envie de dire, les outils, on sait ce qu'il faut faire. C'est une question maintenant de mobilisation des acteurs et de décision politique. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez amené quelques exemplaires de votre livre. Oh, alors c'est pas très professionnel. Hein. En tous les cas, un grand merci Didier, chers collègues, pour cet exposé qui, de mon point de vue, est plein d'optimisme. C'est-à-dire qu'on entend tellement tout est fichu, on ne peut plus faire marche arrière, etc. On voit qu'il y a des chemins à condition de faire preuve de bonne volonté. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on sort du manichéisme, je dirais. Et là aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Alors, il y a 2 micros pour poser les questions, un à gauche et un à droite. Je vois déjà un micro. En attendant que le micro vous parvienne, j'ai une question un peu personnelle pour savoir si on s'est payé ma tête ou pas. Quand j'avais essayé de vendre dans une intervention les engins de pêche sélectifs en disant il faut élargir les mailles du filet pour que les petits poissons puissent survivre. C'est ce que vous avez dit. Mais quelqu'un m'a dit, mais attention, parce qu'en fonction de l'espèce de poisson, les gros sont que des mâles ou que des femelles, donc vous cassez le ratio 50-50 et il y aura bientôt une surexploitation sexuelle au fond des océans. Est-ce qu'on s'est payé ma tête ou pas? Non, mais oui. Non. J'oserais pas dire ça. Mais il est tout à fait vrai qu'un certain nombre de poissons sont hermaphrodites, donc soit le mâle ou la femelle, soit le mâle. Mais j'ai envie de dire, raison de plus. Raison de plus, parce qu'effectivement, il y a des situations dans lesquelles on les pêche tous petits, donc il n'y a que les petits qui survivent. Et je ne vous cache pas que la situation qui est embêtante, c'est qu'ils sont d'abord mâles, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus que des mâles dans l'eau. Ils n'ont jamais le temps d'atteindre un âge qui leur permet d'être femelles. Et ça, pour la reproduction, ça ne marche pas du tout. Hein. Donc oui, ça fait probablement partie aussi des espèces qui peuvent être sensibles, alors moins que des requins, mais des grands mérous, par exemple, qui sont hermaphrodites d'une manière systématique. La dorade rose, qui a beaucoup périéclité, c'est probablement exactement le cas. Elle est hermaphrodite progyne, je crois qu'on dit, c'est le terme, c'est-à-dire mâle d'abord et femelle après. En tous les cas, il y a des questions. Merci de vous présenter à chaque fois comme d'habitude. Oui, je me présente, je suis en première année de licence Histoire Sciences Po avec Monsieur Buchet comme professeur. Merci pour cette conférence. Moi, je voulais vous demander, parce que vous avez beaucoup parlé c'était pas surprenant, de la Manche, des quotas de pêche, etc. Mais étant donné que nous, la France, on a la deuxième ou première ZEE en fonction de ce qu'on considère comme étant vraiment la ZEE. Est-ce que vous pouvez développer plus sur les Outre-mer? Est-ce que, je sais pas, c'est le même statut juridique? Est-ce qu'il y a les mêmes problématiques? Est-ce qu'il y a aussi des quotas de pêche et des tensions avec d'autres pays? Alors, une partie, je suis en plein dans la coordination d'une étude où on essaye de réagréger justement pour avoir la totalité de la France, Outre-mer comprise. Une partie des territoires d'Outre-mer sont ce qu'on appelle en Europe les RUP, les régions ultra-périphériques. Et à ce titre-là, appartiennent aux territoires de l'Union européenne et donc sont soumises aux règles de pêche de l'Union européenne, au calcul des quotas exactement de la même manière. Ça concerne en gros, pour aller vite, les départements et territoires d'Outre-mer, plus Saint-Martin, je crois, qui, je ne sais pas pourquoi, se retrouve dans les RUP. Les autres... relève uniquement de la gestion française, ce qu'on appelle dans le jargon européen les pays et territoires d'outre-mer, les PTOM. Donc il y a des gestions, mais effectivement, oui, il y a souvent beaucoup de retard dans le système. On est en retard sur les études scientifiques pour savoir où sont les stocks. Donc on est en retard sur la fixation de quotas. Donc on est en retard sur la bonne gestion des pêches. Et globalement, ça ne se passe pas bien. Ça dépend des endroits. Par exemple, les Kerguelen,
Moi, j'ai découvert, on m'a demandé d'aller dans le conseil scientifique des Kerguelen. J'aurais dit, mais moi, j'ai travaillé en Afrique. On m'a dit, oui, mais il y a des poissons à gérer, personne ne s'est occupé de ces poissons-là. Donc, bon, alors j'ai regardé. J'étais très surpris. La gestion, elle est effectivement très, très précautionneuse. Alors, c'est vrai qu'on pêche dans des zones qui sont des zones de très grande biodiversité, mais du coup, il y a des mesures de gestion très, très fortes qui sont prises et c'est plutôt globalement bien géré. Vous allez en Polynésie, vous allez à Mayotte. Personne ne sait très bien. On est là à se dire, allez, combien on va dire 1000 tonnes ou 2000 tonnes de capture mais on sait très peu de choses. Ceci dit, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Hein. La Méditerranée est très en retard par rapport à la zone atlantique. Moi, je vous ai beaucoup présenté des résultats de Méditerranée, notamment ma petite courbe qui remonte. Pardon, des résultats de l'Atlantique, ma petite courbe qui remonte, c'est l'Atlantique. Il y a encore 10-15 ans, on n'avait quasiment aucune étude scientifique pour savoir si les stocks étaient ou non surexploités en Méditerranée, à l'exception d'une espèce qui est le thon rouge, qui a fait l'objet de beaucoup de travaux scientifiques depuis longtemps, et un peu l'espadon. Mais toutes les autres, aucune étude scientifique. Il a fallu vraiment que l'Europe se fâche en disant non mais ça c'est pas possible. Elle a envoyé des commandos, mais c'était vraiment ça, hein, des commandos de scientifiques des pays de l'Europe du Nord faire des évaluations au nez à la barbe des scientifiques de Méditerranée, que ça a beaucoup vexé, qui ont dit ah, mais on va les faire nous nos évaluations, donc ils s'y sont tous mis. Mais aujourd'hui il n'y a encore que la moitié des ressources pour lesquelles on est un état à peu près précis des populations. Le poulpe, première espèce de la pêche artisanale. Il y a 2 ans, un journaliste m'avait demandé, je voudrais vous interviewer sur l'état du stock de poulpe. Je lui ai dit, rappelez-moi dans une demi-heure, je vais aller faire un peu ma vidéo, puis je vous raconte. Et puis il m'a rappelé, je lui ai dit, ah mais non, mais je peux vous raconter, il n'y a eu aucune évaluation d'aucun stock de poulpe qui a été fait en Méditerranée. Jamais. Jamais. Donc en Méditerranée, il n'y a pas de quota. Et comme il n'y a pas de quota, ben, les ressources se portent très très mal. Très, très mal. C'est une espèce de règle générale. Hein. Partout où il n'y a pas l'effort de recherche, partout où il n'y a pas les mesures de régulation, les stocks se portent très très mal. Et puis alors, bon, moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique. En Afrique, la situation est vraiment absolument désespérante aujourd'hui. Désespérante. Désespérante. Elle est notamment désespérante en particulier parce que, on a envoyé beaucoup de bateaux de beaucoup de pays, alors l'Europe, mais pas que, hein, les Asiatiques aussi beaucoup, ont été payés les ressources de tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Maintenant, c'est presque encore pire. Ils sont toujours là, en partie, à piller les ressources. Mais en plus, il y a eu le fait qu'avec le développement de l'aquaculture, la demande en poisson pour faire de la farine de poisson pour nourrir notre aquaculture a explosé au niveau mondial. Il est devenu plus rentable pour un pêcheur de livrer son poisson à l'usine de farine que sur le marché alimentaire. Conclusion, on a vu pousser depuis 10 ans plusieurs dizaines d'usines de farine de poisson sur les côtes du Sénégal, de la Mauritanie, etc. Et aujourd'hui, vous avez des milliers de pirogues qui vont en mer. Tous les gros poissons ont disparu par surpêche. Ils vont pêcher la sardinelle, qui est le cousin germain de notre sardine, hein, qui débarque directement à l'usine de farine de poisson. Alors bon, eux, ils livrent là. Oui, mais en attendant, c'est plusieurs millions de tonnes qui étaient consacrées à l'alimentation humaine et qui aujourd'hui partent dans les usines à saumon. Et ce sont des milliers de femmes en particulier qui travaillaient à la valorisation du poisson, le fumage, le séchage, la commercialisation, etc., qui se retrouvent complètement dans le marasme. La crise de la pêche au Sénégal est un des facteurs, pas le seul, hein, mais un des facteurs très puissants qui alimente l'immigration des pêcheurs qu'on retrouve en Méditerranée. Si. J'étais peut-être un peu au-delà de votre question. Autre question, merci. Bonjour, je m'appelle Samy. Merci pour votre présentation, elle était très claire. Je suis là parce que le sujet m'intéresse et que j'ai été invité par mon ami qui travaille le sujet. Vous avez dit qu'on ne peut pas produire de poissons. Moi, je reviens du salon de l'agriculture où il y avait un endroit pour la pêche. Et on parle beaucoup d'élevage de poissons. Est-ce que c'est des solutions qui peuvent être mises en place pour le futur ? Alors... Il y a encore 2 ou 3 questions. Bon, alors, la réponse est globalement oui, mais surtout pas celle qu'on est en train de développer aujourd'hui. C'est-à-dire que malheureusement, le poisson que nous cultivons en Europe, en France, pas tellement, mais surtout à l'échelle européenne, c'est du saumon, alors un peu de truite et quelques autres espèces, mais c'est tout systématiquement du poisson qui est du poisson piscivore, c'est-à-dire du poisson qui se nourrit dans la nature à base de poisson et qu'il faut donc nourrir avec de la farine de poisson. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va en mer, aggraver la surpêche, et puis, c'est ce que j'ai dit là, on est aujourd'hui vraiment dans cette situation où cette aquaculture-là, elle consiste à aller piller les ressources du Sud
pour nourrir les saumons des riches, quoi. Donc moi, si j'ai un seul conseil de consommation à vous donner en matière de poisson, c'est, s'il vous plaît, arrêtez le poisson. Arrêtez le saumon, pardon. Arrêtez le saumon. Concentrez-vous sur le poisson de pêche, ça peut être beaucoup plus durable. Après, oui, il y a des formes d'aquaculture, les huîtres, les moules, super, il faut y aller, il faut développer. Moi, je ne comprends pas, il y a un plan, là, pourquoi on ne parle pas plus de la synergie entre le développement des énergies marines en mer et le développement de l'élevage de culture en mer. Il y a un champ énorme sur les algues. Donc s'il y a un autre conseil alimentaire, c'est manger des algues. C'est très bon, on sait les produire, il y en a sur le marché. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la demande du consommateur aujourd'hui. Donc il faut éduquer le consommateur à manger des algues et il y a vraiment des potentiels. Et puis peut-être faudrait aller vers du poisson herbivore. Aux États-Unis, le premier poisson pêché, ça vous fera peut-être pas rêver, mais c'est le poisson-chat. Dans des burgers avec, je sais pas quoi, du ketchup, ça passe, hein. Je crois, moi le burger non. Enfin le ketchup non. Allez, vous avez le micro, allez-y. Bonjour, je m'appelle Guillaume Muret, je suis en 2e année de licence et je voulais poursuivre notamment sur la question de l'élevage avec les élevages de poissons en bassin sur terre et quel c'est pour vous, est-ce que c'est une vraie concurrence à la pêche ou c'est juste des gadgets qui sont mis en place? Je vous remercie. Non, il y a sûrement des formes à étudier, hein. Il y a de la diversification d'espèces à domestiquer, etc. Malheureusement, l'essentiel de ce qu'on fait actuellement avec les projets de ce qu'on appelle les systèmes recirculés, hein, c'est toujours du saumon. Alors effectivement, quand c'est de l'eau recirculée, au moins on ne pollue pas les rivières d'à côté, etc. Ça a quelques avantages de ce type-là. Mais pour moi, ça, c'est un inconvénient rédhibitoire, que pour l'instant, il faut les nourrir à coup de farine de poisson. Alors, il y a peut-être des pistes d'avenir, hein. On parle beaucoup de récupérer la totalité de toutes les arêtes. Voilà, quand vous filetez le poisson, il y a tout ce qu'on appelle les coproduits. Les coproduits, ça peut faire des volumes assez importants. Donc, donner à manger au saumon des coproduits, bah, ça, pourquoi pas, hein, effectivement. Voilà. On a parlé des développements d'élevage d'insectes pour nourrir les saumons. En fait, ça, on sait déjà que c'est une impasse parce que les chiens, les chats sont prêts à payer beaucoup plus cher que les saumons le fait de mettre des insectes dans leur aliment. Donc économiquement, pour l'instant, ça passe pas. Voilà. Donc bon, moi, je souhaiterais une réorientation absolument profonde des politiques en matière de développement de l'aquaculture vers effectivement des formes d'aquaculture durable. Et il y en a, et elles ont un rôle à jouer, hein. Moi, j'étais au salon de l'agriculture pour participer à un débat qui nous expliquait, alors le point de départ, c'était une collègue qui expliquait que parce qu'on avait besoin d'oméga 3, il fallait qu'on mange 30 kilos de poissons par an. Je dis, vous êtes gentil, mais 30 kilos de poissons par an, c'est effectivement à peu près ce qu'on mange en France, sauf qu'on mange 3 fois la dose du terrien moyen, et que ça veut dire en réalité, on est en train de retirer la bouche des pays du Sud d'une partie du poisson dont ils ont infiniment plus besoin que nous. Donc si on veut arriver aux 30 kilos, il pourrait y avoir 10 kilos qui viennent de la pêche bien gérée, durable, et il faudrait effectivement des formes d'aquaculture, mais si possible des formes d'aquaculture vertueuses. Les microalgues, sûrement. Il faudra une suite à cette conférence. Donc les 2 dernières questions, merci. Non, c'est bon, je vais lui donner le micro à la dame après. Question d'un seul coup. Allez. Je ferai une réponse sur les 3. Pardon, bonjour monsieur, je m'appelle Jean-Pierre Adam. J'ai 30 ans de commandement sur les chalutiers et votre... Alors j'espère que vous n'êtes pas venu avec un couteau. Non, pas du tout. Vous avez une vision super bien, enfin super pragmatique du... Merci. Non, moi j'étais pêcheur et on voit bien que la pêche se casse la gueule. Enfin, voilà, le fait il est, moi j'ai fini, enfin voilà, depuis Belle-Lurette, hein, parce que ça fait, voilà. Et j'ai fini avec, moi j'ai fait le bar de ligne pendant 10 ans. Ouais. Les pouvoirs publics n'ont jamais aidé le bar de ligne, on va dire franchement. On s'est fait descendre à grands coups de... Voilà, avec mes 5 hameçons, j'étais fautif de toutes les machins, on nous a fait descendre. Mais les subventions françaises, ou j'en sais pas, pour aider les bateaux, s'en vont toujours sur les chalutiers. Oui. Voilà. Après, pour la pêche durable, moi, personnellement, je vais m'y remettre à la pêche, mais bon, je pêche avec des hameçons et des casiers. On m'a jamais donné un seul centime pour pêcher avec des hameçons et des casiers. Après, il y a une chose qu'il ne faut peut-être pas oublier, c'est la consommation des gens, ça c'est une chose. La grande distribution qui est fautive de l'extermination des poissons, parce qu'eux, il leur en faut, mais alors, partout. Et la troisième chose aussi, je pense, c'est que vous n'avez pas nommé, pourtant votre exposé était super bien, super, moi j'ai acquiescé le truc, et c'est la pollution. La pollution, la mer est devenue une
poubelle. Et la bande des 3000, on va dire en gros, elle est même plus surexploitée, elle est anéantie. Sans compter bon, les fraudeurs, la fraude, le monde de la plaisance qui joue derrière, enfin il y a tout un tas de trucs, mais s'il faudrait commencer par protéger beaucoup plus l'intérieur des 12 000, si on écartait carrément les 12 000, les Anglais ne viendraient pas, hein, c'est clair. Après, il y a tout ce qui est informatique, électrique, mais un des principaux fautifs, je pense, c'est l'octroi des subventions pour faire des bateaux encore beaucoup plus puissants qu'avant, quoi. Monsieur Gasquel va essayer de vous répondre à cette question. Monsieur qui avait le micro, voilà. Et puis pendant cela, madame, vous récupérez le micro. Allez-y, monsieur. J'ai deux questions. J'ai navigué un petit peu vers... Oui, j'ai navigué un petit peu au Sénégal et dans le golfe de Guinée vers les Bijagos. Sur l'engin, sur le poste, je voyais une trentaine de bateaux chinois avec leurs navires-usines partout. Bateaux de pêche. Je voudrais savoir ce que vous en pensez par rapport aux pêches côtières que vous décriviez comme étant un peu prédatrices. La deuxième question, c'est que pensez-vous des longliners qui, paraît-il, en Pacifique, mettent des lignes de 300 km? Merci. Donc moi je suis contente que vous ayez abordé le sujet de la pollution parce que je suis matelot à la pêche au Guilvinec. J'étais au casier et au chalut en reconversion puisqu'avant je travaillais à Paris. Et j'ai pêché énormément au chalut de déchets et je trouve qu'on devrait demander aux pêcheurs, les inciter, leur donner un financement pour qu'ils ramènent les déchets des autres. Ils ramènent déjà leurs déchets, mais les déchets qu'ils pêchent au chalut. Et ma question, c'était, on assiste actuellement à la mort de la pêche artisanale. On a nos deux criers en Cornouailles qui sont menacés de fermer, Saint-Guénolé et Loctudy. Je vois que les bateaux de mes anciens patrons ont été vendus à des Espagnols avec leurs quotas. Donc ma question concerne les équilibres européens. Pourquoi je vois à Roscoff des bateaux belges de chaluts à perche latérale qui dévastent les océans et qui débarquent à Roscoff leur pêche au cul du camion, alors que nous, Français, on essaye de faire un effort sur le chalut et sur l'effort de pêche. Donc je voulais savoir s'il n'y a pas un souci, comme vous évoquiez le problème des États-Unis qui ont choisi l'automobile à la place de la pêche. Est-ce que c'est pas en France aussi ce qui se passe? Qui finance en fait tout ce travail sur la pêche durable auquel j'adhère? Est-ce qu'il n'y a pas des lobbies, par exemple même les financements que vous recevez pour les recherches sur ce domaine-là, qui finance de façon privée et qui a intérêt à voir la pêche diminuer? Merci. Donc vous avez 3 minutes et encore on sera largement en dépassement, mais il faudra que vous reveniez. Hein. Je crois que c'est une forme d'appel. Il faut que vous me réinvitiez. J'espère que ce sera un jour où il n'y aura pas de problème de métro. Alors je commence par la fin. Moi j'ai commencé mes études. Une partie des études, celle que je vous montre, sur l'évaluation des performances des flottiers, etc., financée par un organisme de la profession qui s'appelle France Filière Pêche, qui est une émanation de la pêche professionnelle, les grands industriels. Et on s'est mis d'accord avec tous les pêcheurs, et ça a été relativement consensuel, pour dire une pêche durable, voilà ce qu'elle devrait être dans l'absolu. Et moi, j'étais très surpris de m'apercevoir que tous les acteurs, finalement, contrairement à ce que je craignais, arrivaient à se mettre d'accord sur une liste bien. Et puis après, on a dit, maintenant, on va aller tester, savoir si on sait le mesurer sur des vrais flottilleurs. Et là, le verdict qui est tombé, c'est vous n'aurez pas un sou pour faire cette recherche-là. Donc j'ai continué mes recherches. Je suis financé par une fondation qui dépend de l'association Bloom. C'est les mêmes études. Donc maintenant, c'est une ONG qui me finance. Alors, il y a des gens qui me disent, oh là, mais tu as changé de... Mais je dis, non, moi, je suis un scientifique. Moi, que ce soit l'État, les professionnels, une ONG qui me finance, c'est toujours la même question. On finance, on fait des études, on regarde. Mais vous avez raison. Il y a un très fort déficit du financement public sur les enjeux de la transition écologique. C'est des discussions que j'ai avec mes collègues Ifremer. Alors, ils font des tas de travaux très bien. Je ne veux pas les critiquer. Mais je pense qu'il y a une mobilisation insuffisante de la communauté scientifique s'occupant de la pêche sur la question de la transition écologique. D'ailleurs, je fais des thèses de temps en temps. Je rencontre un chercheur à INRAE et je lui dis « Vous travaillez sur la transition agroécologique ?»
Il me répond toujours oui, 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 oui. Alors après, il y a des fois, il est un peu gêné parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais il commence par répondre oui. Un chercheur éphémère, je lui dis, vous travaillez sur la transition écologique du secteur des pêches? Il me regarde d'un air bizarre en me disant, mais c'est pas la question. La question. Donc il y a un vrai, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Alors sur les autres points, la pollution, bah, oui, merci de l'avoir évoqué, c'est très bien. Non, mais vous avez raison, ça fait important, ça fait partie des 5 drivers qui sont importants. Moi, je milite autour de l'idée, on devrait exclure. Alors pardon, c'est pas tout à fait la question, mais je vais revenir à la pollution. On devrait exclure les bateaux de plus de 25 mètres des 12 000, mais on devrait probablement aussi exclure le filet de la bande des 3 000. Il y en a trop. C'est un vrai labyrinthe. Après, on s'étonne qu'il y ait des tas de mammifères marins à pêcher, enfin, etc. Et effectivement, c'est des espaces à protéger, notamment du question des pollutions. Mais attention, je vais peut-être vous paraître un peu provocateur. La Mogo Cadiz, ça a été une pollution majeure, qui a été très très bien suivie par les scientifiques. 5 ans après, les scientifiques vous disent l'écosystème, il était formidable, il est revenu au bon état. Il y a une capacité de résilience des écosystèmes qui est très très forte. Donc les pollutions, elles nous inquiètent aujourd'hui, mais pas tellement sur le fait qu'elles entraînent des mortalités massives, etc. Elles nous inquiètent surtout sur des problèmes de sécurité, de santé du produit. Les polluants s'accumulent, et ça c'est une vraie menace sur toute la vie marine et sur la pêche en particulier. C'est le jour où on va dire, puis vous avez vu qu'il y a déjà des polémiques sur le mercure chez le thon, etc. Il y a déjà eu des fermetures de la pêche à la sardine en Manche parce qu'il y avait des taux trop élevés de je ne sais plus quel polluant. Donc ça oui, il y a des problèmes de santé humaine là derrière les problèmes de pollution qui sont absolument majeurs. Je pense que le grand public met souvent beaucoup l'accent sur la pollution parce que c'est visible. Alors c'est bien, il a raison de s'en préoccuper, je ne veux pas minorer. Mais je pense par exemple qu'on porte beaucoup moins d'attention au fait qu'actuellement, c'est tout le phytoplancton et le zooplancton qui est en train d'être complètement modifié pour des raisons d'acidification des eaux et de réchauffement climatique. Un des phénomènes les plus inquiétants actuellement, c'est l'amaigrissement des poissons. Alors ça, on a d'abord vu ça dans le golfe du Lion. Les sardines qui, à taille et âge équivalent, perdaient 30%, 40%, en certains cas 50% de leur poids. Et puis on s'est aperçu que c'était le cas de toutes les petites espèces du golfe de Gascogne ici, les sardines, les anchois, les harengs. Et là, moi j'ai un doctorant qui a travaillé avec des collègues d'Ifremer et qui vient de montrer que ça affecte aussi les poissons du fond. Ils sont en train de devenir plus maigres, mal en point. Et pourquoi? C'est en réalité parce que le changement climatique, acidification plus eau chaude, est en train de modifier complètement toute la composition du phytoplancton. On va vers des espèces plus petites, et donc des zooplanctons plus petits. Et alors je résume ça d'une formule en disant, les poissons dans leur assiette, au lieu de trouver des beefsteaks, ils trouvent des croquettes. Et du coup, ils ne se portent pas bien. Voilà. Et ça, vous voyez, il y a des modifications vraiment en profondeur très très fortes qui sont peut-être moins connues du public, mais qui moi m'inquiètent. Voilà, je veux dire la pollution aussi. Il y avait une question sur les flottilles chinoises. Oui, c'est très très inquiétant, les flottilles chinoises. Là, il n'y a aucun doute. Alors après, moi, je ne veux pas faire une espèce de racisme anti-chinois, mais c'est clair que... Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai été dans les comités de suivi des accords de pêche entre l'Union européenne et la Mauritanie. Donc tous les ans, on se réunissait entre collègues de l'Europe et mauritaniens pour faire des bilans. Et lors d'une de ces réunions scientifiques, on a démontré que le poulpe, qui était une des grosses espèces pêchées par les flottilles espagnoles, était surexploité. Or, la règle du jeu est que des accords de pêche de l'Union européenne, c'est qu'on ne peut aller pêcher dans un pays étranger que si la ressource n'est pas surexploitée, que si le pays n'est pas capable, lui tout seul, comme un grand, de la surexploiter. Donc, s'il la sous-exploite, ce qui est peut-être une bonne idée, je ne sais pas moi, mais enfin bref, on a le droit de rajouter des bateaux pour aller jusqu'à la limite de la surexploitation. À partir du moment où il y avait surexploitation, il fallait arrêter les pêches espagnoles. Donc on a publié un rapport. Alors les collègues espagnols qui étaient à la réunion étaient un peu embêtés, ont vérifié 12 fois les calculs, mais c'était des scientifiques honnêtes. Ils ont dit oui, non, les calculs sont les calculs, il faut bien qu'on connaisse ça. Donc on a publié un communiqué en disant il y a 30 bateaux en trop. Il se trouve que ça représente l'équivalent des flottilles espagnoles. Et le lendemain, tous les journaux des Pays Basques titraient un pseudo-comité scientifique infiltré par des terroristes verts prétend mettre hors de nos eaux, nos navires, hors des eaux mauritaniennes, nos navires. Avec les collègues mauritaniens, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on aille dans le Pays Basque pendant quelques jours. Mais bref, l'Europe a joué le jeu. L'histoire, c'est que l'année d'après, les droits de pêche ont été donnés massivement aux Chinois. Donc effectivement, qu'est-ce que je vous dis? Moi, scientifique européen, je dis j'ai fait mon boulot.
Malheureusement, je n'ai pas de pouvoir sur ce que les Mauritaniens font de leurs ressources. Et je pense que, pour être très honnête, l'argent de l'accord de pêche n'est pas tombé dans une caisse de développement. Il est tombé directement dans les mains de quelques responsables politiques corrompus, on va dire, pour pas désigner. Donc oui, c'est un vrai problème. Et effectivement, les long lines qui se développent pour aller pêcher des ressources dans tout le Pacifique, c'est un vrai problème. La gouvernance des pêches au niveau mondial est faible, oui. Mais vous reviendrez, c'est voilà. Promis, et on se réjouit. J'annonce simplement, Eudes va vous remercier, le prochain Mardi de la mer, donc le 11 mars, sur une thématique que vous avez appelée de vos voeux un peu, l'éolien en mer, enjeux et place de la France, par Jules Nyssen, qui est le président du CER, le syndicat des énergies renouvelables. Voilà, donc on aura 2 très beaux volets. Et le mot de la fin, la conclusion, président de l'Institut français de la mer. Allez, je vous propose de garder au minimum 3 idées de cette conférence. La première, c'est comment faire de la pêche le garant de la biodiversité marine. La deuxième, c'est que la pêche, c'est le club de foot et l'association des anciens. Et la troisième, c'est que l'halieutique, finalement, c'est l'expérience de la finitude de la production de la planète et que ce que nous faisons sur l'halieutique aujourd'hui, nous devrons le faire sur l'ensemble des ressources demain. Merci. Merci pour les 3 idées, elles me vont parfaitement.